Jean-Michel Moutot, donc je suis enseignant-chercheur, donc professeur à Audencia depuis en septembre prochain, ça fera 10 ans. J'ai, comme l'indiquent mes quelques rides, un petit peu bossé avant du coup. J'ai travaillé en tant que consultant pendant pas mal d'années dans différents cabinets, consultant en management, en orga, également monté un propre cabinet que j'ai revendu il y a de cela pas mal d'années maintenant. À l'école, je suis professeur essentiellement deux sujets, hein, la partie marketing-vente, plutôt la partie vente, hein, plutôt la partie organisation commerciale, la partie business développement. J'en reparlerai largement au cours de cette conférence. Et puis un autre sujet totalement différent, mais qui correspond plus à mon passé de consultant, qui est la conduite du changement, donc la gestion de la transformation des organisations. Alors on est un peu là pour parler de ça aussi en transverse, mais le sujet principal va être évidemment la vente aujourd'hui. Alors comment ça va se passer cette conférence? Elle va se passer en fait en deux temps classiques, un temps de présentation et puis un temps d'échange. Mais alors surtout, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions, si ce que je vous dis vous choque, que vous êtes aussi enthousiaste, sait-on jamais. N'hésitez pas à interrompre, à participer. Voilà, on n'est pas non plus 500, donc il faut en profiter. Je vais donc vous parler de vendre à l'ère digitale. Ça change quoi? On va essayer de répondre ensemble à au moins deux sous-aspects de cette question-là. Un, est-ce que ça a changé ce qu'on vendait déjà? Alors évidemment, on pourrait parler e-business, hein, c'est sûr, mais on va essayer aussi d'élargir un petit peu le propos. Ça va évidemment concerner des pure players de l'Internet, mais ça va aussi concerner des entreprises traditionnelles qui ont vu déjà les offres évoluer de par l'arrivée du numérique. Ça va être le premier sujet. Puis ensuite, on va aussi parler vraiment purement vente, c'est-à-dire au niveau des techniques de vente. Est-ce que ça a fait évoluer la chose? Est-ce que ça fait évoluer les techniques, les outils qui sont utilisés, les approches qui sont utilisées? La réponse, elle est évidemment oui. Mais on va essayer de qualifier ça un petit peu ensemble dans ces deux temps. Voilà. Donc on attaque avec vendre quoi? Alors, je m'étais livré il y a quelques mois à essayer un petit exercice d'observation de synthèse de quelles étaient les tendances aujourd'hui qu'on observait. Un certain nombre de ces tendances préexistaient déjà, hein, bien avant le numérique, avant le digital. Puis il y en a qui sont quand même considérablement renforcées. Il y en a quelques-unes qui sont apparues en fait avec l'arrivée du digital. Je me propose de les parcourir. On va parler co-construction client. Alors co-construction client, ça a toujours existé, mais pas du tout dans ce qu'on peut faire, dans la dimension, dans la puissance de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le digital. L'approche solution, pareil, c'est quelque chose qui existait, mais qui a été aussi considérablement renforcé de par l'arrivée du digital. La notion de servicialisation des produits, alors c'est rigolo parce que ça va dans les deux sens. À peu près toutes les boîtes de produits ont envie de faire du service en fantasmant le niveau de marge probablement hallucinant qu'il y a sur le service. Bon, alors si vous êtes dans le service, vous avez plutôt envie de packager, d'essayer de faire des simili-produits en vous disant que ça va être vachement plus simple à vendre et à pérenniser en fait. Bon, donc on a tendance à voir l'herbe un petit peu plus verte de l'autre côté de la barrière. Mais néanmoins, il y a une tendance quand même de servicialisation de produits indéniable, tout simplement parce que le digital a rendu possible beaucoup de choses autour des produits. La notion de valeur durée de vie d'un client, c'est quelque chose qu'on abordait déjà il y a 15-20 ans, hein, qui a été pas mal renforcé, pareil avec Internet, c'est-à-dire l'idée de s'intéresser aux clients non pas seulement sur l'idée de faire un coup, mais plutôt d'essayer d'optimiser la création de valeur avec ce client sur une durée un peu plus longue. Pareil, il y avait déjà des acteurs il y a 20 ans, avant qu'on parle d'Internet, qui réfléchissaient dans ces termes-là. Ça a été renforcé et ça a été rendu quasi obligatoire, notamment sous l'impact des réseaux sociaux, parce qu'avant vous faisiez une grosse boulette avec un client, avec un peu de chance, et si vous n'aviez pas un salon interprofessionnel dans la semaine qui suivait, ça pouvait passer. Aujourd'hui, une grosse boulette client, évidemment, ça ne passera pas. Donc cette notion de peut-être lisser la création de valeur pour éviter les chocs clients, quelque chose qui s'est aussi renforcé. Ouais, bien sûr. On va parler des deux. C'est bon, vous restez. On va parler des deux, ouais. Réintermédiation des modèles de distribution. Alors, on sera en B2B, B2C. C'était le classique débat hein, quand Internet est arrivé. Tout le monde s'est dit « Oh, ça va désintermédier ». On sait bien aujourd'hui que ça a un petit peu désintermédié, mais ça a surtout massivement réintermédié en fait. Donc on parlera de ça. Et puis la notion d'adaptabilité client, la recherche d'adaptabilité a toujours été un objectif hein, sur la vente parce que les clients ont de plus en plus envie d'être considérés comme en tant qu'individus uniques ou en tant qu'entreprise unique. Évidemment, le digital rend beaucoup de choses possibles qui étaient quasi impossibles, voire sinon très difficiles à mettre en œuvre. Voilà, on va passer par ça. Puis ensuite, je vous montrerai un petit modèle un peu de synthèse sur
sur la disruption digitale. Il y a les premiers, ça y est, il y a les premiers modèles un peu de synthèse qui ont commencé à sortir. Parce qu'à part les 250 papiers qu'on peut lire chaque semaine sur l'ubérisation, il y avait quand même peu de modélisation de la disruption digitale. Je vais vous montrer un modèle que je trouve assez intéressant. Et puis après, donc, on parlera comment vendre. Allez, il y a des sportifs dans la salle. Moi, c'est il y a 20 ans, mais là, j'ai un peu... la plateforme, vous la connaissez, cette plateforme? Elle s'est appelée au début, quand ils l'ont lancée, ils ne l'avaient pas brandée Decathlon, elle s'appelait OpenOxylan. Elle s'appelle maintenant Decathlon Création. Donc vous pouvez aller, je vous invite à y aller si vous aimez un peu le sport ou simplement si vous êtes curieux d'Internet. Si vous ne la connaissez pas déjà, c'est une tendance lourde, hein, la co-création. Je vais revenir, mais c'est une plateforme qui est très accessible, qui est très sympa, qui est extrêmement bien foutue. Vous avez dessus plein de possibilités. Vous avez la possibilité de participer à des chats avec des designers en direct, chat vidéo. Vous pouvez donner des avis, ils vont bricoler un peu en mode design thinking, donc c'est vous les experts, eux ils bricolent en direct. Vous avez des séances comme ça, vous avez des séances très ciblées, par exemple de pricing. Là en ce moment, il y a, si vous regardez là, vous pouvez participer dans les jours qui viennent à des séances où vous allez estimer le prix ils vont faire un petit but, là, une sorte de petit but de plage un peu différent, ils veulent le lancer, ils veulent faire une séance spécifiquement dédiée au pricing de cet objet-là. Bon, vous pouvez rentrer sur cette plateforme, il y a énormément de choses qui sont plutôt sympas. C'est très bien fait. Alors l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que ça change? Parce que on a toujours fait des focus group en market. La différence c'est qu'avant, la co-création, ça concernait quasi uniquement les marketeurs. Aujourd'hui, ça concerne les vendeurs. Pourquoi? Parce que quand vous faisiez 5 focus group avec à chaque fois 6 clients témoins, vous aviez vu 30 personnes, si vous étiez en B2C, vous étiez bien content, quoi, hein, face aux, 40 millions de consommateurs derrière potentiels, vous en aviez vu 30, même si vous aimez d'amour, vous n'alliez pas très loin, quoi. En B2B, on pouvait peut-être, sur des marchés plus réduits, atteindre peut-être plus facilement un nombre significatif de clients, mais ça restait quand même sur beaucoup de marchés extrêmement difficile. La différence avec ça, c'est que potentiellement, si votre plateforme est attractive, si vous brandez un peu le site, vous pouvez rapidement avoir des centaines, voire des milliers, voire pourquoi pas bien plus. Hein, si vous appelez Google, c'est beaucoup plus facile d'avoir des millions. Mais vous pouvez potentiellement avoir un nombre significatif qui n'est plus négligeable. C'est-à-dire que vous rentrez dans les grands nombres, c'est la fameuse scalabilité des start-upers, hein, vous commencez à avoir un effet d'échelle. Et là, le lien que vous créez avec les personnes qui viennent participer à la co-construction, autant vous dire que c'est le rêve de n'importe quel marketeur au monde. Ça veut dire que le marketeur, quelque part, il devient vendeur. C'est-à-dire, il a la possibilité du vendeur de créer en direct l'affect, en l'occurrence avec le produit. Puisque si vous arrivez sur la plateforme, vous participez, vous donnez votre avis, il est un peu respecté, ou vous étiez au moins là le jour où quelqu'un a donné son avis, vous avez immédiatement un attachement au produit, un attachement à la marque qui est infiniment plus fort et que vous créerez quasiment jamais, même en faisant toutes les campagnes corporate du monde. Là, vous avez une création de liens affectifs qui est très très forte et qui était, encore une fois, l'apanage d'un commercial classique, hein, relationnel, qui allait mettre 1, 2, 3 rendez-vous à créer une relation qui allait faire qu'il y a un lien de confiance qui allait s'établir. Là, vous avez la possibilité de le faire, et de le faire, encore une fois, grâce au digital, Internet, à très large échelle. Donc là, on commence à avoir à la fois une dimension de la co-construction qui est en train de s'étendre assez fortement, et deux, ça devient un levier, alors pas de vente en tant que tel, mais quasi de pré-vente, ou en tout cas de création de la relation qui va être évidemment un levier considérable au moment de la vente. Donc là, on voit qu'on a un élément qui est vraiment intéressant et on est vraiment sur une rupture assez forte. Et vous allez voir, moi j'ai constaté sur les dernières années, je parle d'hybridation de la fonction marketing et vente. Il y a une hybridation qui est de plus en plus forte. Hein. Le modèle classique proctérien où il y avait le marketing et les sales, moi je commence à avoir de plus en plus de mal à trouver les frontières dans énormément de business. Il y en a encore où c'est très segmenté, mais j'ai tendance à penser qu'il y en a de moins en moins. Ça, c'est vraiment un exemple où on est plutôt sur l'amont, on est plutôt sur le market, mais on crée tellement une relation puissante, notamment d'affect, hein, un lien d'affect, qu'on est vraiment sur les toutes premières étapes de la vente. Donc on a une hybridation qui est assez intéressante sur ce modèle. On va passer à un autre modèle. Alors je vous ai mis un acteur qui n'est pas un acteur de l'Internet. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile de mettre Google comme agrégateur ou tous les sites aujourd'hui ou Alibaba qui sont en train d'agréger. On sait que c'est l'apanage des grands players d'Internet, hein, le fait d'agréger tout un tas de choses et d'apporter une solution, une réponse beaucoup plus globale que simplement à un problème précis. Ce qui est intéressant, c'est sous cette impulsion, on s'aperçoit qu'on commence à avoir des acteurs de l'activité plus traditionnels qui commencent à aller sur des offres non digitales, aussi sur des offres solutions. Il y a un renforcement actuel
très très fort de cette tendance qui est encore une fois assez vieille, mais qui s'est considérablement renforcée sur les dernières années. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, hein, Michelin, vous savez tous qu'ils vendent des pneus. Je ne sais pas s'il y a des représentants de l'industrie des routiers ici. Probablement pas, parce qu'il faut bosser, quoi. Chez les routiers, il faut bosser dur, quoi. Ils ont une offre maintenant, alors ils continuent de vendre évidemment des pneus, mais ils ont une offre qui est où ils vendent du kilomètre parcouru par des camions, par des véhicules professionnels. Alors vous allez me dire, c'est subtil, hein, la différence. Ouais, certes, elle est subtile, mais en fait, elle ne l'est pas du tout, pour plein de raisons. Un, parce qu'ils avaient capté, d'abord parce que cette offre, elle rencontre énormément de succès. Alors qu'on peut se dire, alors qu'il marge plus, hein, donc au final ça revient plus cher pour un routier d'acheter du kilomètre parcouru plutôt que d'acheter ses propres pneus. Sauf qu'il y avait un élément que eux ont capté peut-être avant les autres, hein, qui était le besoin très fort dans l'industrie des routiers de variabilisation des coûts. Parce que c'est une industrie qui vit pas des grandes heures particulièrement joyeuses en ce moment en France notamment. Et donc, c'est aussi une activité très irrégulière. Donc, si vos camions, un mois donné, roulent plein pot, bon, vous n'avez aucun souci à sortir un peu de cash pour vos pneus. Mais si vous avez un mois un peu de pénurie de commandes et que vos camions restent un peu au garage, là, c'est très difficile. Donc, la variabilisation des coûts, notamment du poste pneu qui n'est pas négligeable, hein, pour un routier, c'est quelque chose d'absolument critique. Ils l'ont senti. Du coup, ils se sont dit, OK, on va non seulement vendre des pneus, bien évidemment, mais on va aussi vendre une forme de souplesse liée à l'augmentation de la capacité à variabiliser les coûts pour le directeur financier. Approche solution, on agrège différents soucis, différents problèmes. Les traditionnels, ceux qu'on traitait historiquement, voilà, il faut des pneus pour rouler, tout va bien. Ils sont allés en chercher un ou deux autres, hop, ils ont monté une offre qui agrège ça. C'est une tendance évidemment assez lourde. Ce qui est intéressant, alors encore une fois, dans Internet, c'est évident qu'on peut agréger tout un tas de choses. C'est ce que fait Google, hein. Google, ils passent leur temps à chercher des nouveaux services et à les agréger sur leur plateforme. C'est tellement évident dans l'Internet que ça commence à donner pas mal d'idées à des acteurs qui ne sont pas du tout sur l'Internet. On se dit, tiens, est-ce que je n'ai pas intérêt à aller chercher d'autres enjeux, d'autres problématiques pour être capable d'apporter des solutions. Parce que évidemment, l'intérêt de l'approche solution, c'est que vous rendez votre client captif sur votre cœur de métier. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si le directeur financier du routier, il trouve ça absolument génial, il n'y a plus d'appel d'offres sur les pneus. Donc vous rendez captif votre client sur le marché, vous sortez un certain nombre de clients des procédures d'appel d'offres très très pénibles, où là, vos acheteurs, ils vont vous pourrir pendant des mois. Donc c'est évidemment assez confortable. Donc l'approche solution, c'est quelque chose qui est en train qui encore une fois se développe depuis une bonne vingtaine d'années, mais qui accélère considérablement en ce moment. Sur les acteurs de l'Internet, c'est une évidence. En dehors de l'Internet, c'est aussi quelque chose qui est en train de redémarrer, de redécoller. Dans le secteur digital, évidemment, la raison pour laquelle ça accélère, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des positions dominantes acquises par des acteurs de l'Internet sont liées au trafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le canal qui vaut plus que ce qu'on fait passer dans le canal. Sauf que le problème, évidemment, c'est que pour avoir un canal où il y a du monde de l'autre côté, il faut évidemment au départ démarrer avec une offre qui intéresse tout le monde, enfin le plus large possible, mais qu'assez rapidement, la valeur ne se fait pas dans ce que vous faites passer dans le tuyau, mais se crée par le tuyau qui capte énormément de clients et qui évidemment va permettre de faire passer n'importe quoi en créant beaucoup de valeur. Il y a une petite étude, je ne sais pas s'il y a des banquiers parmi vous, j'étais tombé sur une petite étude il y a quelques semaines qui s'était intéressée au comportement des gens qui vont changer de banque pour un oui, pour un non, et notamment pour un crédit IMO. C'est le grand classique, hein, on change de banque, on va voir un courtier, on va en direct faire un petit tour de banque, ce que appellent les banquiers, ils appellent ça un tour de banque, et puis on trouve à peu près toujours un banquier qui est en train de faire une promo parce qu'il a dans ses indicateurs le fait de rentrer du client nouveau dans les 3 mois qui viennent. Donc on a toujours un qui tape un peu en dessous que les autres. Bon, donc beaucoup de gens changent de banque. La question qui a été posée dans cette étude, c'était est-ce que le fait d'être habitué au site internet de votre banque est un frein pour changer? Ce qui peut paraître complètement impensable. Vous pouvez potentiellement, en allant changer de banque, peut-être gagner, aller sur un prêt sur 15 ou 20 ans, vous pouvez gagner 10, 20, 30, jusqu'à peut-être 50 000 euros d'intérêt en moins. Eh bien, il y a plus de 15% des gens qui, même face à un gain substantiel sur une durée longue, ne vont pas changer parce qu'ils ont peur de quitter l'ergonomie de leur site. C'est-à-dire qu'ils ont déjà changé 2-3 fois. À chaque fois, il y a eu un réapprentissage qui visiblement leur a été un petit peu pénible, s'habituer à l'ergonomie du nouveau site de la nouvelle banque. Et donc, il y a aujourd'hui un peu plus de 15% des Français qui disent qui a priori disent qu'ils n'ont pas changé, ils ont préféré payer un peu plus cher leur crédit, mais pour ne pas changer de site internet.
Voilà, sites internet des banques qui ne sont pas particulièrement glamour, ce n'est pas particulièrement un canal qui semble très excitant, et pourtant il y a 15% des gens qui préfèrent ne pas changer, même pour économiser. Donc le canal est fondamental dans l'Internet, donc l'idée évidemment d'apporter plein de choses pour faire passer dans ce canal, c'est évidemment très tentant, d'où le renforcement de ces approches solutions. Allez, la fameuse servicialisation. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, moi quand j'étais sorti sur des bancs de l'école, il y a de cela un peu plus de 20 ans, l'école Rank Xerox en vente, c'était the école, quoi. Si on allait chez Rank Xerox, waouh, on était promis à une carrière. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont passés par Rank Xerox. Non, personne. Des concurrents? Ouais, c'était une école, c'était de la vente pure, hein, c'était de la vente très dure, ultra concurrentielle. Rank Xerox à l'époque investissait massivement sur sa force de vente. Donc voilà, c'était une école extrêmement intéressante. Bon, Rank Xerox, ils ont eu des années difficiles, hein. Ils ont même failli déposer le bilan, ils ont fait des plans de restructuration énormes. Et au fil du temps, ils ont fait évoluer leur offre. Alors ils l'ont fait évoluer en plusieurs temps. À l'origine, j'imagine que vous connaissez tous cette marque, hein, donc ils vendaient quoi? Ils vendaient des photocopieurs et des imprimantes. Aujourd'hui, ils installent toujours des photocopieurs et des imprimantes, beaucoup moins qu'avant, pour plusieurs raisons. Un, encore une fois, la différence peut paraître subtile, mais ils ne les vendent quasiment plus, ils en vendent très peu. Aujourd'hui, ils en installent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vendent plutôt des contrats de service où ils vont vous offrir une prestation de gestion des impressions, et ça sur une durée la plus longue possible. Ça peut aller des contrats jusqu'à 10 ans où ils s'engagent. Alors ensuite, ils ont commencé à faire quoi? Ça a été assez rapide, ce switch, et il est assez classique dans beaucoup d'industries. Ensuite, il s'est passé quoi? Il s'est passé d'autres choses un peu plus rigolotes. C'est-à-dire, ils ont commencé à se dire, tiens, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de clients qui dépensent un fric monstre dans les impressions papier. Alors ça nous a bien arrangé pendant un paquet d'années, sauf qu'aujourd'hui, ça y est, le marché il est plutôt une baisse de valeur assez forte, donc il faut réagir. Soit on se laisse un peu mourir, soit, et c'est une tendance actuelle forte liée à Internet, on crée sa propre obsolescence, mais peut-être pour sécuriser ses positions, quitte à réduire drastiquement la voilure. Mais au moins, on pérennisera notre business. Et à un moment, ils ont franchi le pas assez tard, hein, parce qu'ils ont quand même failli crever plusieurs fois. Donc ils ont franchi le pas, ils l'ont franchi comment? En se disant, ok, on va commencer à vendre du consulting, on va aller dans les entreprises, et on va leur dire, ok, on vous fait une mission de conseil, où on va vous proposer une architecture d'impression. Architecture qui va, et on va s'y engager, faire diminuer drastiquement vos coûts, 20, 30, 40, 50%, vos coûts d'impression. Comment? En faisant une architecture, déjà un système architecturé différent, c'est-à-dire il n'y aura pas une petite imprimante dans chaque bureau, parce que ça en termes de coûts c'est difficile de faire pire. Il y en aura peut-être encore une ou deux dans des bureaux des gens qui le nécessitent, puis il y en aura peut-être une moyenne par étage, puis il y en aura peut-être une très grosse au sous-sol, puis il y en aura peut-être encore une plus grosse qui ne sera même pas au sous-sol, qui sera à l'extérieur, qui sera commune, qui sera interentreprise, et ça permettra d'optimiser un petit peu beaucoup même, les coûts globaux d'impression. Donc là, ils sont arrivés, ils vendaient évidemment derrière l'installation, la mise en œuvre de l'ensemble de ce système, et ils vendaient du conseil en amont pour architecturer ça. Donc là, on est vraiment sur une bascule de service fort. Et puis, ils ont été encore plus loin parce qu'ils se sont dit, bon, finalement, pareil, là, ils avaient lancé ça marchait pas mal, puis bim, le marché il continuait de baisser en valeur, donc ils se sont dit, ouh là là, on va crever. Et ils se sont dit, ok, on va franchir le pas, on a toujours vendu des trucs en rapport avec le papier, on va maintenant faire une offre de rupture, de dématérialisation. Donc ils sont arrivés, ils ont dit, ok, on crée un centre, là ils ont un centre dans le nord de la France, et par exemple tous vos flux entrants de papier, notamment les factures fournisseurs, qui représentent dans les entreprises un très gros flux papier, on va les récupérer nous, on va les dématérialiser, et on va les faire passer dans vos systèmes d'infos. Puis si vous n'avez pas de système d'infos qui tient la route, on va même vous installer les systèmes d'infos qui vont permettre de faire une gestion dématérialisée de vos flux d'informations. Et aujourd'hui, ils vendent ça, ils vendent un peu tout, ils continuent de vendre un petit peu des imprimantes, de les installer, ils vendent beaucoup de consulting sur la réduction des coûts liés à la gestion documentaire. Ils vendent de la dématérialisation depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Ils vendent de la dématérialisation avec des systèmes entiers et ils vont prendre ça clé en main avec des contrats de service sur des durées longues. Là, on est vraiment sur une industrie qui, de par la violence du choc qu'elle a eu lorsqu'elle a quitté sa période de gloire, a été obligée de basculer sur une rupture totale. Aujourd'hui, c'est une industrie essentiellement de services et plus du tout de produits. Pour la petite histoire, Xerox n'a jamais fabriqué ces machines. Xerox n'était qu'en achat-revente, mais bon, il margeait quand même pas mal sur les machines. Voilà un exemple assez classique. Alors, si on revient évidemment sur des entreprises en lien avec le numérique, avec le digital, dès que vous êtes sur Internet, vous pouvez évidemment rajouter des couches de services absolument énormes sur la relation client, c'est évident, mais vous pouvez rajouter aussi plein de prestations connexes. Alors, ça dépend évidemment de l'industrie, mais aujourd'hui, c'est il n'y a pas si longtemps qu'on allait à la FNAC chercher son kit Windows, Microsoft Suite.
qu'on mettait son petit CD, qu'on cherchait le mot de passe. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Hein. Donc là, évidemment, tout ça continue d'évoluer. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Il est extrêmement intéressant. Et il dit plein de choses, autant sur ce qu'on vend que sur le comment on vend les choses. Et sur des stratégies, notamment commercialisation, qui sont extrêmement différentes, rendues possibles par Internet. McKinsey, j'imagine que vous connaissez tous, hein, le leader mondial du conseiller en stratégie, dont le présent et potentiellement l'avenir est beaucoup moins rose, a priori, que le passé. Pour plein de raisons. Parce qu'ils ont de plus en plus de concurrents et ils s'aperçoivent depuis un certain nombre d'années que si attraper une mission de refonte stratégique de, je sais pas moi, de EDF à les valeurs 10 millions, avec si possible un déploiement international, ça ils vont toujours le gagner. Mais la petite étude de marché sur une idée de nouvelle offre qui vaut 100 000 €, aujourd'hui ils ne sont plus du tout compétitifs. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'Internet permet, si vous êtes un peu débrouillard, d'aller quand même attraper un maximum d'infos. Parce que vous avez pléthore de petits cabinets de conseil en strat qui vont pricer à peu près à 50% de McKinsey. Et sur une étude de marché, une prospective ou un benchmark, la tentation est quand même assez forte et tout à fait raisonnable que d'aller chercher quelque chose d'un peu moins cher aujourd'hui. Ils ont réfléchi il y a quelques années, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ils s'apercevaient qu'en fait la barre en dessous duquel ils commençaient à perdre systématiquement et sur lequel ils avaient décidé de ne plus répondre, bah cette barre, elle monte d'année en année. Elle monte, elle monte, elle monte. Donc ça, c'est pas bon, quoi. Puis elle a plutôt tendance à accélérer même, la montée. Donc évidemment, c'est pas bon pour plein de raisons, parce que si à un moment, ils n'attrapent plus que 2 missions par an à 10 millions, ça va quand même être compliqué. Et puis aussi, le problème, c'est qu'en montant, bah, vous créez vos propres concurrents. C'est-à-dire de plus en plus de concurrents arrivent, attrapent les petits, puis à un moment, le concurrent, bah, lui aussi grossit, hein, puis commence à concurrencer McKinsey sur les missions un peu plus fortes, et puis ainsi de suite, et ça finit pas bien comme histoire. Donc ils se sont dit, OK, il faut qu'on réagisse. Comment ils ont réagi? Ils ont réagi de deux manières. Alors la première manière, c'est un clin d'œil, parce que ça m'a toujours fait sourire, mais quel est le client de McKinsey? Le client de McKinsey, c'est qui? Ben, c'est pas l'entreprise, c'est le patron de l'entreprise. Et le CODIR. Le CODIR en France, il y a CAC 40, ils élargissent un peu, mais top 50, quoi. Mais ce sont les patrons et les membres du CODIR. Ça peut, encore une fois, sembler anecdotique, ça ne l'est pas du tout. Parce que sur qui ils misent en termes de notion de durée de vie? Ils ne misent pas sur l'entreprise. McKinsey, comme tous les autres grands cabinets de conseil en strat, ça vit les cycles des patrons. Un patron, vous savez, la moyenne de durée d'un patron du CAC 40 en ce moment? Ouais, c'est plutôt 3 ans. Ouais. Ah, c'est très court. Chaque patron, le cabinet de conseil en strat, il saute. Systématique. Ça n'arrive jamais qu'un cabinet de conseil en strat reste après un changement de patron. Ça fait que statistiquement, vous savez que vous avez 3 ans de durée de vie. C'est pas terrible ça, hein, en termes en B2B. 3 ans, quand vous voyez les efforts qu'il faut pour amener en avant-vente et que le problème de rentabilité du secteur du conseil, c'est essentiellement un problème d'avant-vente, vous êtes mal barré, quoi. C'est-à-dire que vous allez batailler pendant 2 ans pour conquérir un client sur lequel vous allez avoir 3 ans pour faire croître le business. Puis au moment où ça va commencer à rapporter un peu de cash, bam, ciao, bye. Bon, ça, ils l'ont compris il y a longtemps. Du coup, il vaut beaucoup mieux miser sur les patrons. Parce que le patron, il a une espérance de vie qui est pas mal. Lui, il va être patron normalement, surtout en France. Il va être patron pendant une bonne vingtaine, une trentaine d'années, on est tranquille. Et qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il va perdre son mandat au bout de 3 ans. Il va faire quoi? Il va en retrouver un. Et il va en retrouver un d'autant plus que McKinsey, mais ce ne sont pas les seuls, hein, vont l'aider. Et en l'aidant, ils vont le replacer autre part. Et évidemment, alors c'est évidemment pas un contrat explicite, c'est un contrat qui reste tacite, mais le patron va les rembarquer sur son nouveau mandat, ainsi de suite. Ça marche très bien, hein. Ça marche très très bien. Donc voilà, juste petit clin d'œil, le client de McKinsey, c'est le patron, c'est absolument pas l'entreprise. Parce qu'ils savent de toute façon qu'en moyenne, tous les 3 ans, ils sautent. Donc, ils conservent, ils replacent, et ainsi de suite. C'est pas qu'une observation marché, hein, ce que je vous dis là. C'est aussi vu de l'intérieur. Ça marche effectivement comme ça dans à peu près tous les grands cabinets. Ça, justement, ça c'est transposable sur d'autres secteurs, par le conseil spécial, en plus le conseil en strat. Mais est-ce que c'est transposable même dans la vente de produits ou de solutions? Investir donc plus sur les hommes, ouais. Les cycles se raccourcissent pas seulement pour les grands patrons. C'est clair. Les cycles se raccourcissent dans tous les business. Ouais. Je ne sais pas si c'est transposable, il faut regarder. Enfin, je pense que dans l'absolu, ça l'est complètement. Après, il faut regarder secteur par secteur. Est-ce que les gens restent à un certain niveau de poste, à un certain niveau d'expertise? Vous avez des chances que les gens restent effectivement dans la fonction. Donc ça peut valoir le coup de...
Mais là, en fait, ils font de l'outplacement. Hein. Le cœur de leur valeur ajoutée, c'est l'outplacement de patron, en fait. Et du coup, ça pérennise évidemment la relation, parce que vous prenez un mandat avec CAC 40, de toute façon, vous savez que dans 3 ans, vous faites jarter. Donc, à un moment, vous dites, je vais peut-être mettre 2-3 billes là, quand même. Hein. Si j'ai une 50aine d'années, j'ai encore pas mal à bosser. Quoi. Oui, je pense que c'est transposable. Après, il faut vraiment regarder, est-ce que ce sont des secteurs où les clients ont un niveau de seniorité et d'expertise suffisant. Je pense que si le niveau est moyen, ça ne marchera pas, puisque les gens changeront de fonction, changeront de métier, changeront peut-être même d'industrie. Si vous arrivez sur un niveau d'expertise et de seniorité élevé, votre client en face, à mon avis, oui, c'est tout à fait transposable. Bon, ça ils le font depuis très longtemps. Il y a autre chose qui est extrêmement intéressant, qu'ils font depuis beaucoup moins longtemps. C'est ils ont créé une pépinière en interne, une sorte d'incubateur de start-up Internet. Chaque start-up qui intègre leur pépinière, elle est sponsorisée par un associé lourd d'un pays qui a pour mission de s'assurer que l'offre va être portée dans tous les pays, sur tous les marchés mondiaux. Les offres qu'ils cherchent à monter sont à peu près, partagent toutes une chose. Elles sont très diverses, mais elles partagent toutes une chose. Elles visent toutes à autonomiser les clients sous certaines conditions, évidemment avec des limites. Donc l'idée c'est quoi? Le fameux benchmark ou l'étude de marché qu'ils allaient perdre de toute façon à 100 000 euros. Ils font quoi? Ils vont proposer à leurs clients des outils qui vont permettre aux clients de s'autonomiser et de faire lui-même cette étude de marché-là. Donc le client, il va prendre... Alors, les clients, quel est le business model derrière? C'est très simple, c'est de la licence, hein. C'est de la licence logicielle. Donc le client accède au système, entre guillemets, les systèmes McKinsey, peut s'autonomiser, fait lui-même son étude de marché, moyennant quoi il paye 10 000 euros, 20 000 euros l'année, mais c'est des tarifs qui sont modiques, hein, mais qui ont une double vertu, triple vertu. Un, ça fait quand même rentrer du cash. Parce que quand vous avez la puissance d'un McKinsey mondial, même si c'est 10 000 euros la licence par client, vous allez quand même en coller une bonne vingtaine par pays, fois une bonne vingtaine de marchés, vous commencez à faire un peu de chiffre. Puis c'est du logiciel, donc ça marche pas mal. Puis dans les comptes, c'est bien ça. C'est très très bien dans les comptes de consultants, on aime bien avoir des rentrées logicielles. Donc il y a des vertus financières évidentes, mais qui ne sont pas majoritaires. Il y a une deuxième vertu qui est que vous coupez l'herbe sous le pied des concurrents, évidemment. Vous les empêchez de rentrer. Vous les empêchez de rentrer puisque vous créez une offre qui fait que le client va s'autonomiser, donc bim, la barrière d'entrée, elle devient extrêmement forte. Et parce que le client, même si le petit cabinet déboulait en disant nous c'est 50 000, le client il dit moi je peux le faire, je vais mettre un de mes cadres pendant un mois, il va me le sortir le truc et ça me coûtera beaucoup moins cher, un coût marginal. Troisième vertu, fidélisation des clients, évidemment. Puisque le client, alors toute la subtilité des logiciels qui mettent à disposition des clients, c'est qu'évidemment, on ne peut pas faire tout le travail d'un McKinsey avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'assez rapidement, à un moment donné, un grand projet, il commence comment? Il commence jamais, enfin il commence, quand il y a un switch de PDG, il commence ex nihilo. Mais sinon, il commence souvent avec une première étude de marché, des analyses sectorielles. McKinsey, ils ont tout, hein. Là, en termes de data, c'est assez sympa, quoi. Tiens, regarde, ils ont cherché quoi le mois dernier? Ils ont cherché ça, ils sont allés regarder sur le marché au Brésil. Visiblement, ils ont fait 4 études au Brésil, ils regardent beaucoup les datas là-bas. Ok, donc Pam, l'associé brésilien, prend rendez-vous et hop, il arrive. Donc vous avez une connaissance du client qui est incroyable, hein, de par ce fait, et vous avez une capacité aussi à savoir où sont ses priorités avant tout le monde. Donc c'est un cheval de Troie, hein, mais c'est une arme de guerre absolument redoutable. Ils en créent plein, hein. Ils en créent plein en ce moment, et l'idée c'est sur ces segments de marché-là d'autonomiser les clients. Voilà. Alors après, c'est un jeu un peu dangereux aussi, hein, parce que la frontière, il faut bien la positionner, hein, parce qu'il y a évidemment un risque, à un moment, le client il s'autonomise aussi sur le truc un peu au-dessus, mais bon, le besoin de consultants à ces niveaux-là reste important, mais c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle rejoint, encore une fois, 2 objectifs, hein. Il y a un objectif marketing, d'offre, création d'une nouvelle offre, et captation en fait commerciale du client par cette offre. Et ça, c'est quand même une des dimensions absolument déterminante aujourd'hui du digital, c'est que, encore une fois, la dichotomie, la séparation marketing-vente, elle est vraiment rendue très difficile. Parce que là, l'offre elle-même est un levier massif qui remplacerait des dizaines et des dizaines d'associés qui feraient la fonction commerce. Vous captez en fait la dimension vente, la dimension sales par l'offre digitale. Donc là, on a quelque chose qui, à mon avis, est assez symptomatique et qui est extrêmement intéressant, je trouve. C'était l'exemple McKinsey. Bon, sujet bateau, exemple bateau, Booking.
le monde connaît Booking. La moyenne de marge qu'ils prennent en ce moment, c'est 17% sur le prix payé client. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'industries où on peut s'amputer de 17% de son chiffre d'affaires? Je n'en connais pas beaucoup. C'est ce que vit l'hôtellerie. Il y en a qui bossaient dans l'hôtellerie parmi vous? Personne? Bon. Oui, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. À voir. On va attendre les décrets quand même. Ils sont passés les décrets? Bon, on a la réintermédiation, hein, je vous le disais en introduction, le débat sur désintermédiation, réintermédiation d'Internet, c'est un vaste débat. Il y a beaucoup plus d'exemples de réintermédiation que de désintermédiation aujourd'hui sur Internet. En créant évidemment des poches de services, des poches de valeur ajoutée qui n'existaient pas avant. Donc là, on a quelque chose d'assez classique, d'assez fort. Et on a encore une fois, évidemment, c'est intéressant par rapport à la dimension vente. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois un lien extrêmement fort entre la création de l'offre et la dimension sales, la dimension vente. Parce que quand vous avez 17%, vous savez qu'à Paris, ça monte jusqu'à 70% de taux de remplissage lié au moteur type Booking, pas que Booking, hein, mais Booking et ses petits amis. Il y a toute une frange d'hôtels qui monte à 70% de taux de réservation lié à ça. Alors si vous avez une industrie qui commence à préempter 70% donc 17% de 70%, je fais rapide, mais on doit être à 10-12, 12% de la valeur marché, en termes d'impact vente, vous n'êtes pas en monopole, mais enfin vous avez une puissance de feu qui est absolument redoutable, quoi. Absolument redoutable. C'est ce qui est en train d'arriver aussi avec l'industrie taxi, hein, avec Uber. Hein. Vous avez une puissance de feu qui est absolument redoutable et qui vous permet, en termes de vente derrière, d'être très puissant. Ça rejoint un autre exemple qui est intéressant. Quand vous demandez à Booking, c'est quoi les ventes? C'est quoi la partie BizDev? C'est comme chez Vente Privée. Si vous demandez à Vente Privée, c'est quoi la partie business développement chez vous? La partie sales, c'est quoi chez eux? C'est le sourcing, c'est les achats. C'est une inversion totale de la valeur. La partie développement, ce qui crée le business, c'est l'achat. Vente privée, ils ont un canal qui est absolument d'une puissance incroyable. Hein. C'est devenu le premier retailer quand même en France. Hein. C'est une puissance absolument phénoménale. Et leur problème, c'est quoi? C'est de balancer dans le tuyau. Il faut nourrir le tuyau, hein, parce que le tuyau, il est énorme maintenant. Il a un diamètre monstrueux. Donc, il faut nourrir, quoi. Donc, la partie business développement, j'ai un certain nombre d'étudiants là qui sont rentrés chez Vente Privée ces dernières années. Moi, ma responsabilité au sein de ça, c'est la partie donc business développement. J'ai plein de business développeurs, j'en ai plusieurs qui sont partis chez Vente Privée. Donc je les ai revus, je leur ai dit, vous faites quoi? Ils font du démarchage de marques, c'est-à-dire qu'ils vont dealer des contrats pour que les marques, parce que des marques inconnues qui démarchent Vente Privée, il y en a tous les jours. Hein. Mais Vente Privée, ils ne font évidemment pas leur valeur sur des marques inconnues. Ils en mettent aussi évidemment pour faire du flux, mais ils ont besoin de marques attractives pour créer, c'est un retailer. Hein. Donc la partie BizDev chez eux, elle est inversée. Chez Booking, c'est pareil. Hein. La partie BizDev, c'est quoi? C'est comment ils vont faire pour passer de, je ne sais plus, ils ont 3400 hôtels sur Paris en ce moment, à 4000. C'est ça leur enjeu. Leur enjeu est une croissance très forte sur la partie sourcing. Et ça, c'est intéressant et ça reflète une évolution assez forte aujourd'hui. Dans la mesure où c'est le canal qui prend de l'importance, le sourcing devient l'enjeu clé de développement business. De manière extrêmement forte. Ça a toujours été vrai en distribution. Sauf que là, ça a pris une proportion qui est complètement délirante, quoi. Complètement délirante. Ça change un petit peu sur Booking. Pardon? Ça change un petit peu en ce moment. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'avant, Booking.com avait des contrats avec les hôteliers. Et les hôteliers ne pouvaient contractuellement ne pas proposer de prix de chambre inférieur au prix de Booking. Ouais. La loi Macron donc, a interdit cela, c'est une monnaie sur le Booking. Et maintenant, il y a des logiciels hôteliers qui sont vendus, où quand un hôtel veut prendre une réservation qui est complète, ils font du collaboratif avec d'autres hôtels qui auraient le même logiciel, sans passer par Booking, et ils s'autocommissionnent. Ah oui. Et ils s'autocommissionnent 5 à 6% au lieu des fameux 15 à 18% que prenait Booking avant. Donc à la limite, la réintermédiation, en fin de compte, dans ce cas précis, baisse au profit du collaboratif, du Uber. Mais il y a des acteurs qui vont recréer la plateforme et qui vont reprendre une position dominante sur cette plateforme-là, inévitablement. On va changer de réintermédiation. Mais en fin de compte, les éditeurs qui proposent ce service-là, quelque part, quand je vends une solution à un hôtel, le public complet, et puis qui cherche pour son client une autre chambre chez un confrère du quartier et puis qui prend une commission, bien sûr, l'éditeur consulte quelque part. Ouais, c'est ça.
C'est ça. On est vraiment sur... c'est intéressant, hein, parce que ça, vraiment, il y a début 2000, quand Internet a commencé à se développer, je n'ai jamais croisé personne qui misait un copec sur le fait que Internet allait réintermédier. Bon, on parlait un peu des profs. On est quand même dans les locaux d'une belle école, alors on va un peu parler de nous. Ben, nous, on est un peu inquiets, en fait. Parce que la disruption digitale, elle peut être un petit peu violente quand même dans les années qui viennent. edX, vous connaissez edX? Il y a deux grosses plateformes de MOOC, deux plateformes mondiales. Il y a edX, donc ça c'est Harvard et 2-3 de ses petits copains. À l'origine c'est un projet de recherche, hein, edX. Ils voulaient voir justement, il continue, hein, il y a énormément de recherches qui sont lancées sur cette plateforme, donc vous êtes totalement scanné si vous faites des MOOC sur edX. Pour savoir un petit peu la durée moyenne, quel est le comportement d'apprentissage de gens en formation distancielle sur Internet. D'ailleurs, ils ont sorti une stat il y a 2 mois là, qui était intéressante, parce que vous savez, la durée moyenne de connexion de quelqu'un qui suit un MOOC. Hein. En général, les MOOC qui sont sur edX, c'est des MOOC de plusieurs heures. Hein. Durée moyenne de connexion, de travail, un MOOC. Vous allez faire une formation à je ne sais pas quoi, à la vente digitale sur un MOOC sur cette plateforme-là, donc avec un grand prof d'Harvard qui, pendant 5-6 heures, vous parle de ça. Durée moyenne de connexion? C'est sur plusieurs heures, sur plusieurs semaines. Donc, ouais. parler sur une semaine, par exemple. Non, entre je me connecte et je me déconnecte. Donc je fais une petite séquence d'apprentissage. C'est tombé à 2 minutes. 2 minutes. Alors évidemment avec un écart type très fort, mais sur les gens dont on peut considérer qu'ils font un réel apprentissage, c'est de l'ordre de moins de 5 minutes. Donc on a un morcellement là de l'apprentissage qui est... Alors edX, il mesure ça, c'est un vrai projet de recherche qui est absolument passionnant, il regarde ça. Bon. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec les MOOC, là, avec le distanciel? Il est en train de se passer que vous avez tout un tas de gens qui ont potentiellement à un moment de leur carrière des envies de revenir un peu sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, voilà, on dit d'ailleurs revenir sur les bancs de l'école, réapprendre un peu, se remettre au goût du jour, ou peut-être répondre à une évolution de carrière, et c'est tout à fait légitime. Les MOOC aujourd'hui sont potentiellement une réponse à ça. Mais les MOOC aujourd'hui, ils ne sont pas... je ne sais pas si... Il y en a qui en avaient déjà fait parmi vous? Ouais. Et vous avez trouvé que c'était comment? Pardon? Bah, c'est des plateformes, hein, tapez edX.com ou coursera.com, vous allez voir, on en a dans SIA aussi, vous pouvez aller voir sur notre site, on en a un sur le développement durable. C'est des cours en fait en ligne, donc vous allez les parcourir. Alors après il y a des pédagogies qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins rébarbatives. Les premiers MOOC c'était quand même des heures d'un type qui parle devant une caméra. Là, faut s'accrocher quand même, là on comprend mieux les 2 minutes. Après, il y a des quiz, il y a des interactions qui peuvent être un peu plus sophistiquées. Et donc ça, c'est la version minimaliste du MOOC. Et puis après, il y a des choses plus intéressantes autour de mise en relation. C'est-à-dire vous faites vraiment une classe virtuelle. Vous êtes une vingtaine d'inscrits, une trentaine d'inscrits sur une durée. Donc là, le MOOC, il y a 2 types de MOOC. Il y a les MOOC, vous pouvez les faire n'importe quand vous voulez, où vous voulez. Puis il y a des MOOC parfois qui sont rythmés, qui sont cadencés. Donc tout le monde, vous allez à un groupe de 20-30 personnes qui va suivre les cours du MOOC à peu près au même moment. Et évidemment, l'intérêt, c'est qu'ils vont interagir. Donc vous allez interagir, vous allez pouvoir vous poser des questions et on sait que le collectif renforce considérablement l'apprentissage. Donc là, vous pouvez avoir des fonctionnalités qui sont assez intéressantes de ce type-là. Bon, nous on se dit quoi là-dessus? Mettez-vous à notre place, on se dit quoi? On se dit ouais, ouh. Bon. C'est pas forcément de concurrence, parce que moi je pense que c'est pas Future Learn, c'est britannique, c'est animé par des universités britanniques, donc ils sont partie prenante en fait. Ouais. Ah bah oui, et nous on en fait aussi. Et c'est des professeurs qui lident différents MOOC. C'est du partnership, c'est pas de la concurrence. Non, ah bah c'est bien Internet quoi, c'est bien le monde Internet qui débarque, ou coopération, compétition, le fameux coopétition. Actif, je trouve ça génial, parce que ah bah c'est sûr. Aller le soir au CNAM par exemple, ou que sais-je. Ouais. Ça a une souplesse évidemment qui est très forte. Il y a encore une dimension qui est un peu rébarbative dans les formats. Après, ça évoluera avec la technologie au rythme de la mesure. Il commence à y avoir des choses pas mal. Ouais. Ça interroge évidemment beaucoup. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur du diplôme? C'est évidemment les enseignements, c'est évidemment l'interaction. Donc l'enseignement, on l'a un peu, alors on n'a pas tout à fait le même.
L'interaction, on l'a, alors elle est un peu dégradée parce qu'elle est sur Internet, elle est à distance, mais on l'a un petit peu aussi quand même. Alors des choses qu'on n'a pas, on n'a pas le réseau derrière, on n'a pas les alumni, ça c'est pas négligeable. On n'a pas l'immersion parce que de plus en plus il y a des pratiques de pédagogie très immersives, c'est-à-dire on est dans des cas réels, dans l'entreprise, au contact d'eux, à résoudre des problématiques plutôt qu'à faire des cours descendants, donc ça on l'a pas, mais on voit que ça a généré, l'arrivée des MOOC, ça a généré une réaction, une modification assez substantielle je dirais, de la pédagogie dominante dans les écoles de management, et pas seulement, dans les écoles d'ingénieurs aussi. On va aller de plus en plus vers de l'immersif, ce que peut difficilement faire le MOOC, parce que l'immersif, c'est je suis au contact dans les sciences du management, je suis vraiment au contact de l'entreprise à résoudre des problématiques par opposition à j'ai une étude de cas dont le prof a le corrigé, je prends un air mystérieux et je donne la solution à la fin en disant vous avez pensé à ça donc là, on a une évolution quand même assez radicale. Mais ça questionne énormément les formes de pédagogie dans les années à venir. Allez, je vais vous montrer ce petit modèle. Je vais vous parler d'un modèle pour terminer cette partie sur le quoi vendre, mais on voit aussi que le quoi vendre modifie la manière dont on va le vendre. C'est McKinsey qui a sorti ça récemment. C'est un modèle que j'aime bien. Dans les publications de McKinsey, il y a vraiment de tout. Il y a des choses qui sont très très commerciales. Il y a des choses qui le sont moins, qui sont vraiment plus intéressantes, faites notamment avec des universitaires. C'est le cas ici. Ils ont commencé à regarder, je parlais des papiers sur l'uberisation. Donc après, on s'est dit, oulala, tout va être ubérisé, ça y est, c'est même passé dans le dictionnaire, terme ubérisé, mais derrière ça, on ne sait pas trop quoi mettre. Est-ce que c'est le fait que le business model traditionnel explose au profit du business model digital? Est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est vraiment l'acception la plus large de la notion d'ubérisation. Est-ce que c'est vraiment spécifiquement lié au domaine d'augmentation très, très forte de la base de sourcing en fait, des prestataires potentiels? C'est plus ce qui correspond pour moi à la notion d'ubérisation. Mais il y avait besoin de clarifier un petit peu. Ce modèle clarifie des choses, je trouve, de manière assez intéressante. Alors, allons-y. Il définit 6 manières en fait, de faire de la disruption digitale par rapport à vos offres traditionnelles. La notion de base, c'est évidemment un lien entre la demande et... je vais essayer de bouger ça sans tout couper. C'est évidemment un lien à faire entre la partie demande et la partie fourniture. Jusqu'ici, tout va bien. Au-dessus, on va être sur des formats de disruption modérés. En dessous, on va être sur des formats de disruption forts. C'est le débat, ça rejoint un débat qui a beaucoup occupé pas mal de profs et de chercheurs. C'était lié à Internet. Est-ce que c'était une évolution ou une révolution? C'est un peu passé maintenant comme débat. Mais c'était un vrai débat pendant longtemps. On se disait, est-ce qu'Internet, c'est une évolution, c'est un nouveau canal, c'est une manière différente d'interagir? On avait ça sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que les réseaux sociaux méritent leur nom ou pas? Est-ce que c'est un type de socialisation? Est-ce que c'est un pis-aller, une sous-socialisation par rapport à la socialisation classique? Ou est-ce que c'est quelque chose, une révolution, un autre mode de socialisation? Bon, ça a été des grands débats Internet qui sont un petit peu moins vrais. Bon, aujourd'hui, on sait dans à peu près toutes les industries que Internet, c'est toujours au début une évolution, souvent un nouveau canal, manière d'interagir beaucoup plus fluide avec les clients. Et tôt ou tard, il y a une disruption des business models. Donc, il y a une révolution sur le business model. Et ça, c'est vrai sur à peu près, enfin aujourd'hui, on considère, on reste un peu devin, on verra bien, mais on considère que c'est vrai dans toutes les industries, y compris celles où on se dit, attends, nous on n'est pas prêt d'être digitalisés. Oui, mais celles qui ne sont pas prêtes d'être digitalisées, elles le sont en fait indirectement. Je vais m'expliquer. Les médias, la musique, tout ça, dès le début, on se disait, bon, le service, type distribution de agence de voyage, là, dès 2000, on se disait, ceux-là, ils sont mal barrés, quoi. Bon, effectivement, ils sont mal barrés. Il y en a qui ont rebondi, le ciné a rebondi, vous avez vu, le ciné a rebondi. Ils ont rebondi comment, le cinéma? En augmentant la valeur de l'expérience du moment où vous allez dans la salle. Ils jouent tout là-dessus et ils maintiennent à un niveau inattendu, en fait, leur business. Voire ils le développent. Bon, la musique, ils n'ont pas résisté, les médias, ils sont en train de tomber aussi. Bon. Mais l'énergie, par exemple, EDF, il y a des gens d'EDF? EDF, on se dit, bon, EDF, avant de digitaliser la centrale de Paluel ou de je sais pas quoi, il faut y aller quand même, c'est pas gagné. C'est pas simple, on ne sait pas trop faire en termes de techno. Oui, mais il y a un mais en fait. Le mais, c'est que on a déjà, ça y est, et EDF est rentré en plein dedans. Alors ils n'ont pas que ça comme souci, mais ils ont notamment ça comme souci. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'énergie? Il y a 10 ans, l'asset clé, la valeur clé du secteur de l'énergie, c'était quoi? La centrale. Une grosse centrale là qui balance un maximum de mégawatts sur le réseau. Cool, ça fait plein de pognon ça. Très bien. Dans 10 ans, c'est quoi l'asset clé dans le secteur de l'énergie? C'est
C'est le compteur, ouais, mais le compteur rendra possible, c'est la gestion des flux, en fait. C'est être capable de piloter les flux, notamment par les compteurs, là, les compteurs Linky qui vont arriver, mais pas que, tous les applicatifs qui vont être développés, qui vont permettre de gérer les flux. Pourquoi? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. La voiture électrique, elle rame un peu à se développer, mais elle se développe gentiment mais sûrement. En tout cas, l'hybride électrique, il se développe très fortement. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas combien de dizaines, on doit avoir passé les 100 000 véhicules électriques, tout électriques ou hybrides électriques en France. Ça monte fortement, on va arriver un jour ou un autre, on ne sait pas quand, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, on va arriver à 1 million. Le chiffre du million, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une étude qui a montré que la puissance électrique des batteries de 1 million de voitures électriques en France représente à peu près l'équivalent de 3 centrales nucléaires. Et aujourd'hui, ça nous fait une belle jambe. Hein. Ça veut dire qu'il faudra encore plus de centrales et a priori on se dit EDF va s'enrichir encore plus. Ouais, en fait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème de la valeur de l'énergie, il est lié à quoi? Il est lié au pic de consommation. Il y a une quinzaine de soirs en hiver entre novembre et mars où à 18h, il y a un énorme pic parce qu'on rentre tous chez nous, on allume la lumière parce qu'il fait nuit, parce qu'on est déprimé, on veut plein de lumière, on allume la télé, la radio, on allume tout, on fait chauffer le poulet, on fait tout ça. Ça se fait encore chauffer les poulets? Ouais. Moi, je le fais encore, c'est un des derniers. Du coup, on pompe un maximum et ça fait un pic à peu près, l'air de rien, l'équivalent de alors, ce n'est pas les centrales qui gèrent les pics de production, mais ça représente à peu près 3 centrales nucléaires, ce pic-là. Et si on savait faire qu'à 18h, quand il y aura 1 million de bagnoles électriques, au lieu d'arriver et de les brancher et de recharger, ce qui va encore faire augmenter, on finissait de décharger les batteries. Et que le million de bagnoles électriques, il finit de décharger sa batterie à 18h au lieu de la recharger. Le pic, il dure quoi? Jusqu'à 20h à peu près. Hein. Ça veut dire qu'à 20h, et alors je ne vous parle même pas à 1h du matin, à 1h du matin, s'il y a 1 million de bagnoles qui sont rechargées plein pot sur les réseaux, tout le monde s'en fout parce que de toute façon, il y a une sous-consommation parce qu'en moyenne, on dort. Donc il n'y a plus trop de consommation électrique. Hein. Il y a 3 centrales qui sautent si on sait faire ça. Et on sait faire ça quand? Techniquement, au maximum dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, il y aura normalement les fameux compteurs Linky qui seront installés partout. Ça permettra il y aura notamment ça, mais plein d'autres applicatifs qui permettront de piloter tout ça. Et donc, s'il y a un acteur qui a la main sur ce million de batteries, il représentera la puissance de feu de 3 centrales nucléaires, ce qui est énorme. Alors, qu'est-ce qui va se passer si jamais ça arrive ça? Le prix du kilowattheure, il va faire une espèce de volatilité terrible, puis il va finir par se stabiliser, mais il se stabilisera probablement très fortement à la baisse. Alors, ce n'est pas une prédiction, parce qu'en fait, ça a déjà commencé. Pardon sur le micro. Ça a déjà commencé, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les grandes industries, le prix du kilowattheure, il a pris 20% là, en 18 mois, en anticipation de ce phénomène-là. Et ça va s'accélérer. Voilà. Si vous êtes EDF, vous voulez construire une jolie petite centrale nucléaire, là, et pour peu que vous sachiez en plus la construire, ça c'est gratuit. Vous allez l'amortir sur combien d'années? Vous savez, le d'amortissement d'une centrale? 40 ans, c'est ce qu'on fait maintenant, mais elles sont déjà amorties en fait. 20-30 ans, entre 20 et 30 ans. Bon, vous savez que dans max 5 à 10 ans, il va y avoir une disruption avec une volatilité du kilowattheure et une baisse tendancielle lourde. Vous êtes investisseur. Est-ce que vous avez envie de mettre votre argent qui va être remboursé au bout de 30 ans? Non. Je vous ai résumé, là, une bonne grosse moitié du problème d'EDF, on met à part le PA. Vous avez la moitié du problème d'EDF. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseur qui a envie de mettre quelques milliards sur la table, remboursés à 30 ans, sachant que dans 5 à 10 ans max, il y a une disruption extrêmement violente du secteur. En l'occurrence, les centrales, il en faudra toujours, il en faudra moins, elles seront plus locales, on produira aussi en local, mais le problème stratégique, il est où? Il est sur la bascule de l'asset clé. On passe de l'asset clé centrale à l'asset clé pilotage des flux. Ça, on ne l'avait pas vu venir. Ça, il y a 5 ans, on ne l'avait pas vu venir. On n'avait pas vu venir que sur des industries potentiellement, extrêmement difficilement digitalisables, qu'est-ce que vous voulez digitaliser une centrale? On allait avoir un autre problème qui allait être celui de la bascule de la valeur. Les taxis, parlez-en, les hôtels, parlez-leur de ça, ils vont vous dire la même chose. On avait un asset, on avait un marché, les taxis avaient un marché captif ultra régulé, protégé. L'asset clé, c'était la licence, c'était la plaque. Aujourd'hui, elle vaut quoi la plaque? Elle vaut ce que la taxe qui va peut-être nous tomber dessus nous fera payer. C'est-à-dire qu'elle ne vaut plus rien, quoi. Elle vaut plus rien. Les hôtels, ça vaut quoi aujourd'hui un hôtel qui a 70% de réservation par booking? Ça vaut quoi l'asset hôtel? Alors sur Paris, c'est pas trop grave, au prix du mètre carré, au pire. Mais si c'est pas sur Paris, compliqué quand même. Compliqué. Bon, ça c'est la disruption digitale. Donc évolution, révolution.
On est beaucoup à être convaincus, j'en fais partie, que ça démarre toujours là-haut, gentiment, une évolution substantielle, et puis qu'à un moment, ça bascule méchamment, quoi. Et ça bascule en disruption forte. Soit le business model il est carrément digitalisé, soit il y a une telle violence sur la chaîne de valeur stratégique qu'à un moment donné, l'asset qui était clé, il a des chances de ne plus l'être du tout, quoi. Alors ensuite, ce modèle-là, une fois qu'on a dit ça, il y a droite-gauche. Donc côté supply, côté demande. C'est de se dire où est-ce que Internet va faire porter, où est-ce que la disruption digitale va faire porter le plus d'efforts. Est-ce que c'est plutôt côté sourcing, est-ce que c'est plutôt côté client? Alors il y a à chaque fois un petit exemple, hein. Côté sourcing, l'exemple d'Airbnb, la révolution, mais c'est comme Booking, hein, mais la révolution d'Airbnb est encore plus flagrante. C'est quoi fondamentalement la rupture liée à Airbnb qui fait flipper d'ailleurs l'État qui est en train d'essayer de mettre deux, trois pis-aller de loi pour essayer de récupérer un peu des taxes sur la location? C'est qu'avant, on avait quelques dizaines de milliers d'hôtels en France et que maintenant, potentiellement, on a quelques millions d'hôtels en France. C'est compliqué, hein. Donc ça change, fameuse scalabilité d'Internet, encore une fois, ça change totalement la valeur. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de business models qui attaquent cette partie-là, qui visent tout simplement l'effet de scalabilité, mais côté sourcing. C'est-à-dire le marché va être totalement disrupté parce qu'au lieu d'avoir un nombre fini qui jouait entre eux de happy few, on ouvre massivement. Et souvent, l'ubérisation, ce qu'on entend par ubérisation, c'est souvent ce phénomène-là. Donc ça, c'est le premier phénomène classique. Ouverture massive. J'ai discuté là, avec une petite start-up là, qui travaille sur le secteur de l'artisanat. Ils sont en train de faire une plateforme pour les artisans du BTP, hein, qui les aide à faire des devis, etc. On discutait et lui, il se dit, un de ses points, c'est de se dire, l'ubérisation dans le secteur de l'artisanat BTP, il va arriver. Elle va arriver. Elle va arriver comment? C'est, on a tous un petit talent de bricolo, quoi, hein, plus ou moins fort. Moi, si vous me demandez de poser des faïences, oubliez. Mais il y a 2-3 trucs, je sais le faire, ouais. Et pourquoi à un moment donné, il n'y aurait pas une plateforme qui dirait, tiens, le voisin, j'ai besoin là, de changer une prise, je ne sais pas trop le faire, l'électricité, ça me fait peur. Je lance un petit appel d'offres et bim, j'ai tous les voisins du quartier potentiels qui peuvent répondre. L'ubérisation, elle peut arriver à un moment. Oui, on n'a pas les normes, mais c'était comme Blablacar, hein, au début, hein. Blablacar, pareil, on disait, oulala, si un jour j'ai un carton avec mes 4 glandus, je suis mal. Et là, ça y est, ils ont... pardon? Cette plateforme-là? Dans le bâtiment? Pas dans le bâtiment, mais dans les services. Ouais, ça commence, ouais. Puis ça va se généraliser, très probablement, à un moment donné. Oui, le Bon Coin, il y a un peu ça, ouais. Alors, c'est pas... Restauration, ça y est, oui, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes belges où, en fin de compte, moi, je m'improvise chef. Je peux cuisiner par une baguette de veau ce soir pour 15 personnes. Je la mets en ligne, et puis mes voisins qui n'ont pas le temps de se faire manger ce soir peuvent me commander une petite banquette, viennent la chercher à 20h, et voilà. Donc j'avais une concurrence par rapport à des restaurateurs ou une distribution de plats cuisinés. La seule chose, et c'est vraiment le sujet un petit peu du monde, c'est que j'ai un modèle économique qui va un petit peu vers la baisse, parce que je peux pratiquer des prix moins importants, parce que je n'ai pas les coûts associés à l'éducation, à des taxes, à des normes, à des contraintes de métier, d'hygiène ou que sais-je. C'est ce qu'a fait Uber, hein, quand ils ont unilatéralement baissé. Uber, même vous citiez Airbnb, si un jour il y a un problème dans un appartement, il y a tellement pas d'assurance. On voit l'entreprise qui doit mettre en face comme norme et comme coût associé pour pouvoir héberger les touristes. Donc la grande question c'est... Mais l'exemple, d'un point de vue perspective, l'exemple d'Uber est passionnant. Et la réaction de l'État, et c'est des propos qui sont absolument apolitiques, elle est terrifiante parce que là, c'est une espèce de non-réaction absolue, quoi. Ils ont dit qu'ils allaient faire un fonds, ils n'ont pas dit comment ils allaient le financer. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'est les taxis qui vont eux-mêmes payer leur propre destruction de plaques. Je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Est-ce que c'est le contribuable? Mais il y a des réactions un peu violentes, du coup, ils n'ont pas tranché. C'est intéressant parce que là, on est vraiment sur une dimension qui est vraie au niveau d'une société, au sens d'un État, mais qui est tout aussi vrai au niveau d'une société au sens entreprise. C'est ce qui semble être aujourd'hui la voie de la raison, c'est d'accélérer sa propre obsolescence. Parce que de toute façon, si vous ne prenez pas la main sur le nouveau business model, par exemple ubérisé, les autres ils vont le prendre pour vous. Sauf qu'au niveau d'une entreprise, ce n'est pas simple parce qu'évidemment, on ne va pas être à ISO périmètre, on ne va pas être à ISO compétences, on ne va pas être à ISO effectif. Donc ça veut dire quand même des plans sociaux qui sont assez violents. Et au niveau d'un État, c'est encore plus compliqué, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est la vraie question. C'est est-ce que j'accélère ma propre obsolescence ou pas? La disruption digitale, c'est ça.
des questionnements plus globaux, c'est que effectivement l'ubérisation dans plein de métiers, pour moi, diminue complètement la valeur ajoutée d'un secteur. Moi, un restaurateur qui fait une banquette de veau, il va la vendre sur Paris. Pardon, je trouve que ça a augmenté la valeur ajoutée. ça dépend. Un hôtelier, il vend une chambre, il paye un salaire d'une femme de chambre, d'un réceptionniste, etc. Un restaurateur qui vend une banquette, il paye un plongeur, un serveur, un chef. Un homme ou une femme qui fait une banquette chez lui va se faire un petit complément de salaire. Ouais. Voilà, après, la question de dire vous avez raison, quelle valeur ajoutée ça pose ces questions-là. À quelle valeur ajoutée accorde-t-on par rapport à quelle norme, régularisation ou en face quoi. Ouais. La question de la valeur ajoutée, il y a eu des études économiques qui ont montré, je ne sais pas si vous avez vu les études là, qui ont sorti des chiffres sur la destruction d'emplois par rapport au digital. Je vais bien vous plomber le moral là, si vous ne connaissez pas ces chiffres. Entre 20 et 40, ça monte à 47% des emplois à 20 ans aux États-Unis qui seraient potentiellement automatisables par Internet. 47%. Alors c'est... Juste par Internet ou avec la robotique aussi? Non, hors robotique. C'est vraiment la digitalisation. Alors c'est Internet au sens large, hein, mais c'est de l'ordre de 47% des emplois qui vont... Donc là, déjà, Et là, il n'est pas du tout... oui, il y a une création. Il y a une création, vous avez raison. Mais d'un point de vue social, je fais une toute... Non, alors, il y a des études contradictoires là-dessus. On ne sait pas encore, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plutôt une destruction d'emplois, hein, le solde net. Mais dans tous les cas, à peu près tout le monde est d'accord pour considérer que c'est en tout cas pas du tout les mêmes, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une création d'emplois qui sont des emplois extrêmement qualifiés, parce que tout ça, il faut le piloter, le coordonner, avoir une capacité à comprendre les phénomènes dans lesquels on évolue. Et il y a une destruction d'emplois intermédiaires massifs, quoi. Ce qui pose au niveau des États une question de stabilité sociale évidente, parce que tous les emplois intermédiaires, ils sont taillés violemment. Il y a un rapport de l'État qui est sorti en janvier, regardez-le là-dessus, qui est absolument passionnant. Et souvent, on réduit, on a tous tendance, moi le premier, à réduire les politiques à la communication politique. Là, vous allez voir que les politiques, ils ont bien les sujets en tête, hein. C'est un rapport qui est passionnant. Il est sorti en janvier. C'est le ministère du Travail enfin, il a 8 trucs, le ministère du Travail en ce moment. Rapport qui est sorti en janvier, qui est publié, vous pouvez le télécharger. Ça traite bien l'insomnie parce qu'il est assez technique, il fait 150 pages. Absolument passionnant sur l'évolution du travail par rapport au digital, par rapport au numérique. Non, je ne crois pas que ce soit le... Parce qu'il y a DRH groupe chez France Télécom, chez Orange, il avait publié ce rapport il y a quelques mois. C'est peut-être celui-là, c'est possible. C'était du prédécesseur de Mme El Khomri. Ah bah ça doit être celui-là alors. Vous avez raison, je pense, pardon. Bon allez, je termine avec ce petit modèle-là, qu'on ait un tout petit peu de temps pour parler de la vente quand même, enfin de la partie vraiment en vente technique, même si les choses sont plus rapides. Donc là on est côté sourcing, là on est côté client, donc là on s'aperçoit, et c'est plus classique, que Internet va répondre à des questions, enfin à des problèmes, la notion de pains en anglais, à des sujets qui n'étaient pas adressés précédemment. Et puis il y a aussi tout simplement le fait de faire plus facilement et immédiatement des choses qui avant prenaient pas mal de temps. On est sur des choses plus classiques. Acorn, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas s'ils sont encore lancés en France, c'est un service de banque privée en fait pour tout le monde. C'est-à-dire vous avez 1000 €, vous pouvez mettre 1000 € et vous avez un service vraiment équivalent à un service de banque privée. Eux jouent évidemment sur la mutualisation, hein. Là où avant, en France, c'est selon les vraies banques privées, qui sont uniquement banques privées, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros de patrimoine financier en cash, hein. Dans les banques généralistes, ça descend à 200 000 €. Là, avec 1000 €, vous avez un service de banque privée et un traitement spécifique. Évidemment, tout est en ligne et vous n'avez pas de conseiller en face de vous, mais c'est l'équivalent des services. Au milieu, je vous ai pris un vieil exemple, IDTGV, là, c'est déjà la préhistoire de Internet, mais c'était super en avance et c'était d'autant plus étonnant que c'est quand même une filiale à 100% de la SNCF. Et en fait, c'est l'idée de créer des nouveaux marchés en changeant un peu les règles du jeu. En l'occurrence, le IDTGV avait ça de particulier qu'ils ont emprunté les méthodes de pricing notamment de l'aérien, hein, en faisant du yield management, c'est-à-dire de la tarification basée sur le taux de remplissage en temps réel. Ce qui n'est pas la tarification, contrairement souvent à ce qu'on pense, de la SNCF. La SNCF a des algorithmes prévisionnels des remplissages, mais ensuite c'est fixe, ça ne bouge pas en fonction. Alors que IDTGV, à chaque instant, ça bouge en fonction de s'ils sont un peu au-dessus du taux de remplissage prévu à cette date, eh bien le prix, s'ils sont un peu au-dessus, le prix monte, s'ils sont un peu en dessous, le prix baisse. Ce qui n'est pas sur les TGV classiques. Bon. Non, c'est des quotas. C'est le revenu management, c'est Ouais. de la même manière que dans l'aérien. Alors ils bougent les quotas sur la SNCF, ce qui est un petit peu différent. Ils peuvent flamber en fonction du taux de remplissage. Parce que les quotas sont remplis ou pas.
Ce que ne fait pas, enfin bon, c'est technique, mais effectivement, la SNCF est en train d'y aller par un biais technique un peu différent. Mais en tout cas, à l'époque, ils n'y étaient pas du tout. IDTGV avait lancé ça, et en fait, ça a créé un nouveau marché, ce qui était étonnant. La première ligne IDTGV en France, c'était Paris-Marseille. Et quand ils ont mis ça, il y a des gens qui n'avaient jamais été de leur vie à Marseille, qui sont allés passer un week-end à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait y aller pour l'équivalent de 15 €. Et ça changeait totalement la donne. Alors avant, le moindre billet, c'était, je sais pas, peut-être 60 €. Pour 60 € avec 2 gamins, vous n'y alliez pas. 15 €, vous dites, tiens, 60 €, on va se faire un week-end, tout compris, on va se faire un week-end à Marseille, on y va. Donc vous créez en fait des nouveaux marchés en faisant ces réintermédiations-là. Je passe rapidement au-dessous. On va continuer côté client. Donc là, on est sur des propositions de valeur totalement nouvelles. On crée vraiment une nouvelle proposition de valeur qui n'existe pas du tout. Nest, je ne sais pas si vous connaissez, c'est connu, c'est des thermostats à l'origine. Des thermostats pilotés par Wi-Fi, par Internet, protocole Internet. Ça a été racheté par Google. Donc on se dit, bon, des thermostats, c'est pas dingue. Oui, sauf que derrière, il y a l'idée de faire un système expert. Aujourd'hui, la domotique, elle existe depuis 30 ans. Elle n'était pas en protocole Internet, mais ça a toujours existé, la domotique. Mais ça n'a jamais percé. Pourquoi ? Parce que c'est hyper complexe. Si vous avez un truc domotique, vous rachetez un appart, une baraque avec une installation domotique, vous allez pleurer, quoi. Et au bout de 2 mois, vous allez appeler un électricien qui enlève tout, qui vous mette des bons vieux interrupteurs. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir en fait un système expert qui va tout faire pour vous. Comment ? Par exemple, alors tout va être interconnecté évidemment, donc les radiateurs, les fours, les machins. Vous rentrez chez vous, hop, il capte qu'il y a votre portable, et si vous rentrez tous les jours à 18 h, eh bien, ce n'est pas la peine de chauffer à 15 h. Donc par exemple, il ne va pas chauffer à 15 h. Et puis à 17 h, il va commencer à rechauffer gentiment pour faire une courbe de charge optimale pour qu'à 18 h, il fasse bon, etc., etc. Donc tous vos usages vont être intégrés, système expert qui tout seul va programmer l'ensemble de vos devices, notamment chauffage, mais pas que, de manière à ce que vous ayez une consommation qui soit optimisée par rapport à ça. Ça, c'est extrêmement intéressant et on est vraiment sur une proposition de valeur qui aujourd'hui n'existe absolument pas. Allez, de l'autre côté, côté sourcing, c'est je ne touche pas à mon business model. En revanche, je fais une rupture totale sur la manière d'opérer grâce au numérique, sur la manière de faire. Alors là, c'est quoi Edenred, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ancien groupe Accor, c'est les tickets restaurants. C'est une belle PME, 47e capitalisation boursière française. Eux, c'est quoi leur truc ? Ils vivaient depuis des décennies sur le fameux ticket restaurant là, qu'on a tous récupéré quand nos parents nous en filaient 3 ou on filait à des copains, on récupérait et puis on allait au resto et bim, on allongeait les 8 tickets et on se payait une bonne bouffe. Bon. Sauf que ça, c'est interdit en fait. On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le droit d'en dépenser plus de 2. On n'a pas le droit de les dépenser le week-end et on n'a pas le droit de les dépenser dans autre chose que des restos d'ailleurs, notamment. Bon, mais en fait, il y avait une tolérance très, très forte. Bon. Et puis il y a Monéo qui est arrivé, feu Monéo d'ailleurs, parce que vous avez entendu, ils ont posé le bilan là, ça y est. Enfin, ils agonisaient depuis un certain temps. Mais... ils sont arrivés, ils ont dit, nous, hop, on digitalise, on fait une carte. Wouh! Bon, sauf que le business model d'Edenred, c'est quoi? C'est un imprimeur. C'est une succursale de l'imprimerie nationale, Edenred. C'est Fort Knox chez eux, ils sont basés à Châtillon. C'est Fort Knox, c'est vraiment marrant comme boîte. Leur métier, c'est de l'impression de billets, en l'occurrence ticket restaurant. Vous savez que c'est le seul droit d'imprimer de la monnaie, parce que c'est de la monnaie un ticket restaurant. C'est le seul droit octroyé par l'État pour imprimer de la monnaie en dehors de l'imprimerie nationale. Bon, mais c'est en train de disparaître parce que il y en a encore, ils résistent, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas envie de se tuer non plus. Mais ils sont obligés de basculer, ils ont commencé à basculer sur la carte, et puis ça va aller encore plus loin parce que bientôt il n'y aura même plus de carte. Il y aura, je sais pas, les puces NFC sur les portables ou je ne sais quoi, il n'y aura plus besoin d'eux. Donc là, fondamentalement, ça reste exactement le même métier qu'on exerce, sauf que c'est en train d'être fait de manière extrêmement différente, et le fait de le faire différemment, à un moment, va avoir des impacts. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins liquide comme argent, donc ça commence à... Puis c'est beaucoup plus... ça peut se suivre. Voilà. Puis au milieu, c'est la petite faiblesse de ce modèle-là, selon moi. Il restait la case autre. Ils se sont dit, où est-ce qu'on va mettre Google ? On va faire, ils ont appelé ça les Hyperscale Platform. C'est le tuyau géant, quoi, qui balance tout et n'importe quoi et qui, de fait, réinvente un peu des business models en permanence. Bon, pourquoi pas, ça existait. En fait, c'est un peu l'amalgame. J'aime beaucoup ce modèle pour les 5 autres cases qui me paraît intéressant en termes de réflexion sur la disruption digitale pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va vendre? Et puis surtout, on voit bien, à partir du moment où le modèle relie l'offre à la demande, fondamentalement, on voit aussi comment on va le vendre à partir du moment où on définit ça. Je pense que c'est, à ma connaissance, le premier modèle que je trouve intéressant, en tout cas, moi, le premier que j'ai vu, qui peut permettre de commencer à faire un peu de brainstorming en disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les 2 ans, dans les 5 ans, ou comment on risque d'être attaqué sur notre industrie si on ne l'est pas déjà. Allez, on va regarder comment on vend. Je vais te prendre 10 minutes, un quart d'heure encore.
Je vous ai mis quelques exemples, je vais passer rapidement, c'est des exemples que j'aime bien, et puis on viendra à 2 points que je veux voir. Tout le monde est allé dans les nouveaux, nouveaux, ils ont 2 ans maintenant, hein, dans les Apple Store. Bon, Apple Store, quand vous rentrez, moi j'étais déçu la première fois parce qu'on m'a dit, tu vas voir, il y a un bar au fond, alors je vais aller prendre une bière en faisant réparer mon iPhone, mais pas du tout, il n'y a pas de bière. Bon, néanmoins, quand vous arrivez là, franchement, ça ressemble pas, vous rentrez dedans, ça ne ressemble pas à un magasin. Et ça, c'est une tendance très lourde. Tendance en réaction à, évidemment, aux ventes sur Internet qui, je vous ai pas, j'ai eu la flemme d'aller rechercher la dernière stat qui, à chaque fois, ça fait plus 5, mais la croissance est évidemment extrêmement forte. Du coup, les lieux physiques, ils se disent, ouh là là, on est quand même mal barré, ils ont raison. Du coup, ils se disent quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. Et du coup, la tendance extrêmement lourde sur le comment vendre quand on a un lieu physique, c'est la démarchandisation. On ne vend plus, ou on participe à la vente. Et comment? L'intérêt d'aller dans un lieu répond à la principale faiblesse de l'Internet. C'est quoi la principale faiblesse de l'Internet? C'est l'affect. Hein. On a rarement un sentiment d'amour profond pour un site quand on a fait 4 clics. Hein. Moi, je suis complètement accro à vente privée, mais je n'ai pas un affect très fort vis-à-vis de vente privée. Hein. Donc on a un vrai problème d'affect. Du coup, le parallèle avec le lieu de vente, il est intéressant parce que la force du lieu de vente, c'est qu'on a le client, il est là physiquement, et on peut lui faire vivre un truc, une expérience. Donc on remet au cœur, ça c'est il y a 20 ans qu'on s'excitait tous en marketing en se disant « Waouh, l'expérience, marketing expérientiel », ça revient très très fort évidemment aujourd'hui comme réponse peut-être de sauvegarde des lieux physiques, des lieux de vente. Mais la démarchandisation, elle est tout à fait importante. Alors après, il y a plein de manières de créer de l'expérience, de créer de l'affect sur le lieu en faisant de la démarchandisation. Bon, accessoirement, on peut quand même acheter. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout évident quand vous rentrez, vous ne savez pas. Alors, ils ont des espèces d'iPhone renforcés là où vous pouvez payer dessus. Mais eux, ils font quoi? Ils font des ateliers collectifs. Donc, vous pouvez aller faire un petit cours de déniaisement aux apps Apple ou à tout un tas de trucs. Vous pouvez aller, vous êtes à la cool, il faut être cool dans un Apple Store. Si vous êtes avec votre crowd, vous êtes un peu énervé, c'est pas bon, ça va pas du tout dans le look. Et puis il y a un truc qui est très fort aussi, c'est je sais pas si vous l'avez testé, alors vous pouvez prendre rendez-vous sur leur site. Vous allez, et là, ce qui est intéressant, c'est que là, ils savent tout sur vous. Et c'est extrêmement poussé le côté individualisation. Notamment, ils ont récupéré tout sur vous, donc ils savent les apps que vous utilisez, ils savent ce que vous avez, ils savent grosso modo, par exemple, moi, ils devaient savoir que j'étais un boulet. Et donc, en fait, ils viennent, ils vous proposent des choses, mais les choses qu'ils vous proposent sont adaptées en fait à votre usage, sont adaptées au niveau. Ils ont regardé un peu ce que vous faites, ils vont vous proposer des apps, non marchands en l'occurrence. C'est vraiment, on va renforcer le côté service, le côté, on fait attention, on personnalise l'offre, on est bienveillant. Et c'est vraiment extrêmement puissant. C'est une tendance, j'en ai d'autres. Là, on est au cœur évidemment de la techno, mais il y en a d'autres. Je reviendrai là-dessus juste après. Ça, si vous allez à Berlin, bon, probablement, si vous allez passer un week-end à Berlin, vous aurez autre chose à faire qu'aller glander dans le showroom Audi. Mais néanmoins, je vous invite à passer, si vous passez devant, rentrez quand même. Il y en a un autre à Londres, je crois. Il n'y en a pas encore en France, des comme ça. Ils ont testé, je pense que c'est un test, ils ont testé un showroom de l'an 3000. Il est galactique, donc vous avez des écrans partout, là, super haute définition. Les murs, en fait, comme vous le voyez là, sont des écrans. Puis vous avez une petite plateforme où vous pouvez aller jouer au milieu et donc configurer votre bagnole qui s'affiche partout. Vous pouvez la faire vue de l'intérieur, extérieur, vous enlevez la carrosserie, vous regardez le moteur, enfin vous pouvez jouer, c'est assez rigolo. Plus intéressant, la vente justement, comment vendre. Il y a à l'intérieur des espaces vitrés. Donc il y a 3 murs de verre et 1 mur écran. Donc les gens, en fait, dans la concession, ils passent à côté. Et si vous êtes en train d'acheter votre bagnole, vous êtes dans ce petit bureau-là avec un commercial. Et donc les gens passent et voient ce que vous faites. Sur le mur, il y a en temps réel, en direct, la configuration de votre bagnole. Leur modèle, c'est quoi? Alors vous jouez, vous avez la petite tablette, là, vous êtes dans le bureau avec le commercial, vous jouez, vous rajoutez un truc, etc. Bon. Est-ce que, à votre avis, ça ne va pas un petit peu influencer le fait que tout le monde voit ce que vous êtes en train de configurer? Est-ce que vous n'allez pas un peu vous taper la honte si vous achetez une A1 avec un moteur anémique de 70 chevaux, sans option, tout nu, blanc, bam. Bon, c'est le pari qu'ils font, et c'est ça qu'ils sont en train de tester en fait. De voir si le fait de faire comme ça une sorte de réalité augmentée très puissante avec tout le monde dans le showroom, est-ce que ça pousse à l'upgrade, à l'upselling et au cross-selling les clients? C'est ça qu'ils testent dans ces 2 showrooms. Vanité, oui. Alors, si ça ne marchait pas, la vanité, Audi n'existerait pas. On achèterait tous des Skoda.
parce que, je ne sais pas si vous savez, il y a 80% de pièces techniques communes entre une Skoda et une Audi. Donc, j'achète aussi des grosses voitures débiles, donc j'assume. Donc ça marche, hein, ça marche la vanité. Donc là, il pousse le truc encore plus loin pour voir si... voilà. C'est un exemple, c'est un petit clin d'œil, mais c'est intéressant. Ça, c'est très tendanciel. Alors ça, c'est à New York. C'est le flagship de Converse. Allez-y, pareil, si vous passez à New York, c'est marrant. Déjà, est-ce que vous avez l'impression d'être dans une boutique Converse? Alors effectivement, on est peut-être dans un bowling là, mais ça ressemble plutôt à un bar, c'est bizarre. Donc l'idée, c'est pareil, c'est de surtout pas montrer qu'on vend. On rentre là-dedans, on peut consommer là, et puis surtout, il y a un truc rigolo, c'est qu'on peut fabriquer sa chaussure. Parce qu'en fait, ce que vous voyez au fond là, c'est une machine qui va imprimer des trucs sur votre chaussure. Donc vous allez sur les petites, dans les bars là, dans les espèces de... Vous avez des sortes de tablettes intégrées, vous pouvez aller configurer votre chaussure, vous avez toute une animation, vous avez des designers qui vont venir vous aider. Là, vous voyez, il y a un DJ là, qui est en train de balancer de la musique. Donc voilà, vous ne savez pas trop si vous êtes dans un bar branché, dans une boîte, dans un Fab Lab, dans un magasin, dans un atelier design. C'est très bizarre, c'est une hybridation vraiment, et vous passez probablement un bon moment, vous buvez une ou deux bières, vous faites votre chaussure et vous repartez avec votre chaussure imprimée en mode un peu impression 3D, vous repartez avec directement. Ça, c'est une tendance très lourde. Il y a plein d'happening aussi dans ce showroom, c'est-à-dire il y a plein de soirées, par exemple des soirées hyper branchouilles, des lancements de disques, de nouvelles chansons, des lancements de films, des happenings arty, il y a plein de choses assez décalées. L'idée étant vraiment de créer l'attachement par l'expérience, une expérience assez extrême, hein, évidemment, qui est totalement décorrélée de la proposition de valeur de la marque, en fait. Voilà, je vais revenir à Mercure. Alors, il y a plusieurs Mercure à Londres, c'est un des Mercure de Londres. Alors là, on n'est pas sur la vente, on est sur la fidélisation. Quand vous voyagez beaucoup, j'imagine que j'ai quelques femmes et hommes d'affaires ici qui voyageaient beaucoup, un des grands moments de stress du businessman ou de la businesswoman affairée, c'est le check-in et le check-out. Et en général, on a une forme d'intolérance notoire à l'attente à plus d'une personne. On arrive, il y a 4 personnes au comptoir avant vous, c'est genre insupportable. Bon, parce qu'on est un peu fatigué, tout ça, enfin bon. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ce qu'ils font là, c'est, ils ont une tablette, là, on va dire que c'est une tablette, hein, un iPad. Vous êtes enregistré avant, évidemment, hein, donc vous avez votre carte de fidélité Accor, où vous êtes inscrit via Booking ou sur Internet, etc. Vous arrivez dans le hall, il y a des personnes là qui sont là, qui attendent. Vous rentrez, oui, on vous demande, vous avez une réservation, oui, votre nom, Monsieur Moutot, oui, bah, écoutez, suivez-moi. Et la personne, en fait, vous emmène directement dans votre chambre, sans passer par la case comptoir. Et dans le trajet, elle est sur son iPad, et elle rentre les 2-3 questions, les 2-3 trucs, et hop, voilà, c'est hyper fluide. Ça, c'est tout simple, hein, c'est tout simple, mais en termes de perception, de fidélisation, de perception de qualité de service, c'est absolument... Parce qu'ils ont touché, alors c'est une théorie classique, très connue en service, hein, c'est la théorie dite du moment critique, de l'incident critique aussi. C'est-à-dire en fait, on estime, notre évaluation de la perception de la satisfaction, de notre satisfaction liée à un service, en fait, est absolument pas linéaire, c'est absolument pas la moyenne des expériences qu'on a vécues, c'est uniquement le ou les 2 moments un peu pénibles qu'on a vécu dans l'année. Si l'entreprise a répondu très bien à cette expérience-là, waouh, vous maximisez artificiellement. Ça a été nickel toute l'année, mais il y a 2 moments où vous étiez un peu énervé, ils n'ont pas répondu, vous les haïssez à la fin de l'année. Et là, ils savent pertinemment que le moment critique de la femme et de l'homme d'affaires, bah, c'est le check-in et un peu le check-out. Mais le check-out, c'est en général pas mal géré. C'est le check-in, où ils ne peuvent pas grand-chose, hein, flux entrant. Et ben, ils le gèrent comme ça. Donc les périodes de pointe, là, de 19 à 21 heures, bah, il y a plusieurs personnes qui attendent avec des rotations, et hop, ils vous emmènent. C'est un bon moyen pour contrecarrer les bookings, l'ambiance. Parce que les gens qui ont accès à ça ne peuvent pas réserver via booking. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur Booking, c'est leur carte de feed, c'est sûr, hein, mais ils ne l'ont peut-être pas mis sur Booking, vous avez raison. Et ce serait un bon moyen. Ouais. Allez, on va terminer avec celui-là. Esurance, je ne sais pas si vous connaissez, pareil, ils sont appuyés sur, donc c'est une boîte d'assurance, hein, assurance auto essentiellement, américaine, qui ont regardé quel était le moment critique dans la vie d'un assuré. Alors il y en a 2. Il y a quand on reçoit à la fin de l'année ou au début de l'année la prime d'assurance qu'il faut payer. Ce n'est jamais un moment terriblement grave, mais ils peuvent difficilement faire mieux.
Et puis le deuxième moment, bah, c'est quand on a un carton. Parce que assez paradoxalement, on pourrait se dire « Ah, génial, j'ai un carton, je vais enfin me servir de mon assurance. » Eh bien non, on n'est pas content de cartonner en bagnole. Et eux, donc, ils ont dit, on n'est pas content. Pourquoi? Pas parce qu'on sait, déjà, c'est jamais agréable évidemment, mais une fois qu'on a passé le stress du moment, le stress traumatique, on va surtout se dire dans quelle galère je suis, quoi. Il faut l'amener chez l'expert qui est là que le jeudi de 14 à 15h12. Ensuite, bon, etc., etc., ça peut durer longtemps. Eux, dans 80% des cas, vous cartonnez, vous touchez à rien, vous sortez de votre bagnole, vous prenez votre smartphone avec la petite app de chez eux, vous prenez une photo, 2-3 photos là, de la situation, ça part directement chez eux, vous attendez 5 minutes, et dans 80% des cas, dans les 5 minutes, ils vous disent d'aller au garage Tartampion, qui est pas loin. Et c'est tout. Et c'est tout. Pas d'expertise, pas de dossier, pas un truc papier à renvoyer à signer, hein, dans 80% des cas. Il n'y a que dans 20% des cas où, non, votre voiture elle est vraiment défoncée, donc là, ils s'en sortiront pas. Ouais, bah là, ça ne marchera pas. Mais il y a peut-être 2-3 autres soucis. Puis vous en foutez. Leur business model, il est très simple. Hein. Ils se sont dit, moi, il se trouve que j'ai travaillé pour AXA, notamment sur la gestion de sinistres, quelques temps. Il y a je ne sais pas combien de centaines de personnes dont le métier est de gérer le back-office des sinistres. Rien qu'en France. Hein. Là, 100 ou 200 personnes qui font que ça tout le temps. Bon, bah, ils se sont dit, nous, on ne va pas en avoir 100 ou 200, on va en avoir 10. Et l'économie qu'on va faire sur les 100 ou 200, bah, ça nous compensera la fraude inévitable qu'on va avoir sur ces dossiers-là. Donc, ils ont utilisé les actuaires qu'il y a dans l'assurance, non pas pour estimer le risque, mais pour estimer la fraude. Ils ont valorisé cette fraude-là, ils se sont dit, à partir de tant de clients, on a intérêt à ça, voilà le niveau de pricing pour choper tant, et c'est parti. Ça, c'est en train de cartonner aux États-Unis. Je suis à peu près certain que tous les assureurs vont devoir suivre dans les 2 ans qui viennent. Bon, on aura ça très probablement un jour. Allez, je vais terminer. Il me reste 2 choses à vous dire. Ça, en termes d'outils et méthodes de vente maintenant. Quelques réflexions. Ah, c'est un peu moins illustré là, c'est un peu plus aride. Le fameux pipe commercial, ça parle à tout le monde. On a des prospects non qualifiés, on a acheté un fichier plus ou moins pourri. On les qualifie un peu. On a des gens, ils sont potentiellement vraiment intéressés. Alors, on parlait de suspect dans certaines méthodes de vente. Le suspect, c'est le prospect tout pourri. On a le prospect, il est un peu mieux, quoi. Celui-là, il y a vraiment une chance. Ensuite, on l'a vraiment qualifié. Donc là, il est chaud, là, hop, tac, puis à un moment, on aura un client. À chaque fois, on perd 80-90%, puis on finit avec quelques clients, et tout va bien. Ça marchait par rapport à quoi? Ça marchait, on ne s'est jamais interrogé, mais depuis qu'Internet est arrivé, on s'est interrogé, en fait. Ça marchait très bien, parce qu'en fait, on embarquait le client dans une augmentation progressive de son degré de connaissance par rapport à vos produits. Et oui, ça marchait parce qu'au début, on lui envoyait un truc tout pourri, on lui envoyait un courrier, on lui envoyait un truc, il y avait un truc à la télé, donc il ne savait pas grand-chose. Et donc déjà, le fait d'avoir un petit peu d'infos, il disait « ouais, cool ». Et du coup, il embrayait sur l'étape d'après. On lui donnait un petit peu plus d'infos. Puis à un moment, on l'avait tellement bien qualifié qu'on lui envoyait un vrai commercial qui lui donnait plein d'infos. Donc il était très content. Puis hop, il signait. Bon, sauf que le problème avec Internet, vous le savez tous, c'est que, alors j'ai bossé avec Renault, dans les concessions Renault, il y a un client sur 2, il déboule, il en sait 2 fois plus que le commercial. Parce qu'il a passé 8 jours sur Internet, sur les plaquettes, dans les forums, il sait exactement que le machin, l'injecteur là, il a été changé, mais vous êtes sûr que c'est la version sur laquelle ça a été changé, parce que j'ai vu que jusqu'à 2014, bon, le commercial est là, ok. Donc ça change beaucoup la donne. Ça veut dire que sur le premier point de contact client, on se retrouve avec des gens qui sont plus qualifiés que le meilleur de vos commerciaux. Compliqué ça. Alors ça veut dire quoi en termes de méthode de vente? Ça veut dire que le bon vieux pipe commercial, il est en train d'avoir méchamment du plomb dans l'aile. Et que vous êtes obligé d'avoir des circuits extrêmement accélérés qui vont devoir tout de suite qualifier le niveau d'expertise du client. Tout de suite. Premier contact, il faut qualifier. Avant, on s'en foutait. Premier contact, de toute façon, on lui avait envoyé un pauvre mailing. S'il répondait, on commençait vaguement à s'intéresser à lui. Là, vous ne pouvez pas jouer à ça. Parce que si ça se trouve, le type à qui vous envoyez un vague mailing, il est super calé sur vos sujets. Donc on est obligé de qualifier tout de suite. On qualifie, et là, il faut être capable de l'envoyer tout de suite. Quid? Un petit webinar pour vous, vous allez voir, ça va vous plaire. Voir tout de suite le Top Gun Hyper Expert, parce que le gars, il est méchamment qualifié, ça fait 3 mois qu'il bosse son dossier sur Internet et autres, et là, il va prendre sa décision après-demain. Donc si vous n'avez pas tout de suite le Top Gun qui est face à lui, vous allez paumer. Si vous l'envoyez sur le webinar, il va dire « c'est quoi ces charlots ?» Et voilà, ça va tomber. Bon, ça, c'est l'obsolescence du pipe. On est obligé donc de faire... Alors, il y a toujours cette notion de pipe qui existe, hein, qui doit coexister avec une capacité à chanter en fait, très rapidement les étapes. Obligation de qualifier tout de suite au premier contact, ce qu'on ne faisait pas dans beaucoup de business, et capacité à l'orienter tout de suite vers le bon niveau d'expertise.
Ce qui augmente globalement le niveau d'expertise des forces commerciales. Hein, parce que du coup, comme vous êtes capable d'orienter, enfin vous devez être capable d'orienter des gens dès le premier point de contact, ça veut dire que vous vous en captez beaucoup plus, hein, des contacts très qualifiés. Donc votre niveau d'expertise moyen de vos commerciaux, il augmente. Il augmente fortement. Parce que ce n'est pas pour autant que vous allez closer. Hein. Les taux de closing, ils restent, sur les premiers contacts, ils restent très faibles. Mais vous avez une augmentation du niveau de connaissance qui est forte. Donc vous avez besoin de beaucoup plus de commerciaux très qualifiés pour des taux de closing qui ne s'améliorent pas. Hybridation des fonctions marketing-vente, j'en ai déjà pas mal parlé. Aujourd'hui, il y a globalement la tendance, c'est quoi? Les outils Internet, le data, mais même les systèmes CRM hein, d'automatisation de force de vente ont fait quoi depuis une quinzaine d'années? Ils ont fait, dans beaucoup de cas, les commerciaux dans nos organisations, dans les entreprises, ont une capacité dont un marketeur d'il y a 20 ans aurait même pas osé rêver, quoi. Aujourd'hui, vous avez votre base client, vous êtes commercial en banque par exemple, vous avez en portefeuille, je ne sais pas moi, 500 clients, vous pouvez faire un maximum de traitements marketing dessus. Hein. Vous pouvez trier, vous pouvez segmenter, vous pouvez récupérer l'historique, vous pouvez faire un maximum de trucs. Un marketeur d'il y a 15 ans n'aurait jamais osé rêver de ça, quoi. Ça veut dire que les commerciaux aujourd'hui récupèrent des capacités d'analyse marketing incroyablement fortes. Alors et dans les banques notamment, c'est un bon exemple, quand ils continuent de récupérer toutes les semaines, là, un listing à la noix qui leur dit il faut appeler ces 15 clients-là pour leur proposer un PEL. Souvent, les commerciaux ont un niveau de connaissance bien plus fort et un niveau d'analyse marketing bien plus pertinent que le service central marketing qui leur a balancé le fichier. Ils savent très bien que sur les 20 clients qu'ils reçoivent, là, qui sont censés devoir appeler, il y en a de toute façon 4, ils ne sont pas intéressés pour telle et telle raison. Il y en a 3, oui, ils comprennent pourquoi l'algorithme les a mis, mais ils trouvent ça complètement débile, et ils ont probablement raison. Puis sur 3-4, ils sont de mauvaise foi en disant que c'est nul le marketing, et il ferait quand même mieux d'appeler. Mais on a quand même une hybridation assez forte là-dessus. Bon, sur Internet, vous faites un site et vous avez la vente à la fin du site. Dites-moi, elle est où la frontière? C'est jusqu'où le marketing et ça commence où la vente? La vente est en ligne ou la vente est... Sur un site de vente en ligne, ouais. Vente privée, ça arrête où le marketing, elle commence où la vente? La vente est inversée en amont. Oui, en plus. Bah oui, elle est inversée en amont. Déjà, Sinon, côté sourcing. Sinon c'est le marketing, il dit c'est créer du trafic qualifié. Alors on peut dire ça, le marketing va... En tout cas, le marketing va dire. Ouais, il va générer le trafic et du coup la vente... il s'assure qu'ils ne perdent pas ouais, sur la conversion. Oui, sur la conversion. Oui, mais en fonction de, par exemple, je travaille avec Yves Rocher. Yves Rocher, ils ont plein de sources qui amènent, ils savent très bien qu'en fonction de la source, ils ont un taux de conversion qui n'a rien à voir. Il y en a, ils sont à peu près sûrs de convertir à 80%, il y en a, s'ils convertissent 10% de la source, ils sont hyper heureux. Donc ça veut dire que déjà le travail des sources pour amener du trafic, est déjà très très commercial. Vu qu'ils savent pertinemment ce qui va se passer avant. Historiquement, dans beaucoup d'entreprises, marketing amenait des leads et les commerciaux convertissaient les leads et puis faisaient avec. Aujourd'hui, il y a tellement de différences déjà dans la capacité intrinsèque à convertir un lead versus un autre que c'est quand même très compliqué. Là, on est vraiment... Alors, le marketing aurait toujours dû écouter les ventes, mais là, c'est vraiment, s'ils ne travaillent pas très très serré, c'est très compliqué, quoi. Maintenant, si c'est juste un schéma e-commerce, il y a des responsables e-commerce, il y a des équipes web ou e-commerce, mais il n'y a pas des équipes aussi marquées, marketing et... C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y en a plus parce que ça n'a plus trop de sens. Parce que le dernier clic qui fait vendre, il est quand même ultra dépendant de tout ce qui a été fait en amont. C'est toujours été vrai pour le marketing, mais là c'est vrai dans des proportions qui font que la césure elle est de plus en plus artificielle dans énormément de cas. Elle l'était déjà beaucoup dans le B2B et dans le B2B industriel notamment, mais là elle est... même sur du marché grand public. Quand les achats se tournent vers la vente, c'était l'exemple de vente privée, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir, mais le business développement aujourd'hui, il se fait dans des business sur des players Internet qui ont déjà un canal important, un accès client très très fort. Ça se fait plus côté offre que côté demande. Et puis l'accélération des cycles de business développement, on en a aussi un petit peu parlé, et ça fera le lien avec la dernière slide que je vais vous montrer, où je vais quand même vous raconter un tout petit peu ce qu'on fait nous, Audencia. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait aucun sujet à former des marketeurs top niveau, à former des commerciaux qui allaient être capables de prendre des directions générales ou des directions commerciales à minima, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, j'ai un jeune business développeur qui sort sur le marché, il rentre dans la vente, par exemple, dans les sales. Je lui donne combien de temps avant que, s'il est brillant, avant qu'il doive gérer de A à Z un projet de BizDev? C'est-à-dire à un moment, on va lui confier un truc, on va lui dire, bah, tiens, voilà, on a une nouvelle offre, un nouveau marché, tiens, on a fait un deal avec un partenaire e-business, tiens, vas-y, lance ça, qui va nécessiter quoi? Un peu de vision en strat, évidemment beaucoup de marketing,
des sales, c'est sûr, et puis une dimension projet aussi. Parce que ça arrivait combien de fois dans une carrière avant? Quelqu'un qui est bossé dans le market une fois, 2 fois. Aujourd'hui, franchement, si vous tenez 5 ans sans récupérer un projet en BizDev pur, c'est vraiment étonnant. La plupart des jeunes diplômés qui sortent aujourd'hui dans ces fonctions-là, premier job, ils sont là-dessus. Donc, nécessité d'avoir une dimension, un minimum d'analyse strat, hein, alors qu'avant, avant de se coltiner de l'analyse strat, marketing stratégique. Hein. Mais déjà, avant, il y avait 10 ans, 20 ans, et des marketeurs qui ont fait des belles carrières, ils n'ont jamais touché à du marketing stratégique. Tout va bien. Aujourd'hui, on est quasiment obligé de le faire sur des cycles extrêmement courts. Donc on a une accélération de ces cycles-là qui fait qu'aujourd'hui, les parcours de carrière des jeunes qui arrivent sur le marché et qui rentrent notamment sur des entreprises qui commencent ou qui ont déjà fait un pas dans le numérique, c'est strictement nécessaire. Ils savent qu'ils vont avoir ces 2 dimensions, en amont stratégie, en aval projet. Et ça devient des cycles extrêmement courts, extrêmement répétés. Allez, je vais terminer avec ça et puis vous aurez bien mérité votre jus d'abricot. On a beaucoup travaillé ces dernières années, on a observé ça, et on s'est dit qu'il fallait bouger un petit peu. Et on a lancé on lance 2 diplômes actuellement. Un de directeur commercial et marketing, un de master spécialisé, business développement. Les 2 contenus sont assez proches, c'est-à-dire on est vraiment sur une pédagogie qui va viser à vraiment faire de la strat, ce n'est pas le sujet majeur, jusqu'au projet qui n'est évidemment pas non plus le sujet majeur, le sujet majeur restant marketing et vente, avec pas seulement du digital, mais évidemment la dimension digitale et l'hybridation, mais être capable de faire de A à Z, parce que les cycles business développement répondent aujourd'hui à ce besoin de compétences. Donc on a lancé ces 2 diplômes-là. Directeur commercial et marketing, c'est du part-time. Donc si vous avez trop peur de quitter vos belles entreprises, vous pouvez faire ça. Il y a quand même une quarantaine de jours sur 15 mois. Et puis, si même pas peur, la nouvelle économie m'attend, et vous pouvez basculer sur 12 à 15 mois en master spécialisé sur ces notions-là de business développement. C'est aujourd'hui la réponse faite à l'analyse, puis partager avec vous un certain nombre de ces éléments qui font qu'aujourd'hui, pour nous, des formations marketing classiques, c'est quand même en passe de devenir raisonnablement obsolète. Des formations classiques de key account ou sales pur, on se dit waouh, il faut quand même avoir la foi pour se dire que vous allez faire 5 ou 10 ans de carrière uniquement dans ces fonctions-là, sans à un moment devoir toucher un peu plus large, de par l'arrivée du digital. Voilà. Donc on s'est dit il faut qu'on revoie ça, on a revu ça et on lance en réponse à ça ces 2 formations qui reflètent. C'est de nouvelles formations? Alors oui. Oui, c'est 2 nouvelles formations, sachant quand même que sur la partie, alors ça répond à des enjeux de business développement et que business développement, ça fait 8 ans que je gère la majeure, ça veut dire chaque année je diplôme, maintenant je suis monté une centaine d'étudiants sur cet aspect-là. Voilà. Mais chaque année on en prend 10-15 de plus, donc on a besoin d'élargir un peu notamment les profils qui viennent sur ces formations. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez été sage, bien plus sage que mes étudiants d'habitude. Des questions, si vous en avez. Réaction. C'est l'appel du... Ouais. Question, cas personnel, je mets à votre réflexion. Je fais partie d'une entreprise où on est constructeur et on construit des systèmes d'encaissement pour les restaurants. D'accord. Donc le modèle, c'est on construit du hard, on fait du soft et on vend un système clé en main à un client. Donc toute la marge elle est faite sur le matériel, sur la vente one shot, et un peu de service, un peu de SAV sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Parce que le matériel tient très longtemps. Aujourd'hui maintenant, il y a une vulgarisation, il y a un réflexe maintenant de non pas accéder à la propriété, mais être uniquement sur un comportement d'usage en fait. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrents qui arrivent et qui vendent des solutions en pure location à quelques dizaines d'euros par mois. Ouais, c'est zéro. Qui est un business model sur lequel nous, on ne peut absolument pas s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, quand on vend un matériel de 10 000 euros par exemple, certes il y a des coûts, certes il y a des belles marges, et puis ça permet de rémunérer tout le monde, commercial, gros, technicien, etc. Dès lors où on vend uniquement une petite mensualité par mois, ça veut dire qu'on est dans un modèle
extrêmement opposés. Voilà. Alors, quelle réponse ou quelle réflexion ou comment combattre ça? Bah là, c'est Xerox, hein. C'est le cas Xerox. Hein. On arrive à... aujourd'hui, la volatilité des business dans quand même à peu près tous les secteurs a considérablement augmenté là, en quelques années. C'est-à-dire le choc thermique de 2008-2009, il s'est certes un peu atténué, mais la volatilité, elle ne s'est pas atténuée. Aujourd'hui, je vois des défauts de grands comptes, ça n'arrivait qu'exceptionnellement. Les défauts de paiement des grands comptes qui tombent, ça arrivait pour des entreprises, enfin après en proportion. Hein. Dans le top 5, top 10 clients, on avait historiquement quasiment jamais de défauts de paiement. Aujourd'hui, il y a très régulièrement des défauts de paiement de grands comptes qui à un moment plantent. On ne les voit pas venir. Donc, il y a une volatilité business qui est énorme et à cette volatilité répond un besoin de variabilisation de la plupart des acteurs. Donc dans l'industrie de la restauration que je ne connais pas particulièrement, mais j'imagine que c'est la même chose. Du coup, à mon avis, enfin, je ne suis pas expert et pas spécialiste de ce secteur-là, mais j'aurais tendance à craindre pour vous que ce soit tendanciel et que ce soit un peu une tendance lourde. Ça veut dire qu'il faut vous dépêcher d'aller trouver des partenaires financiers avec qui vous allez monter des offres de leasing. Quoi. Parce que sinon, vous allez... Il s'est passé ça assez récemment, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé sur le photovoltaïque. Il s'est passé exactement ça, sauf que le cycle a été très rapide. Les gens sont arrivés, hop, pour les particuliers, hein, vous mettiez ça sur votre toit, 20 000 euros, 15-20 000 euros, vous aviez dans votre panneau, ça crachait 1 000, 1 500 euros, enfin entre 1 000 et 2 000 selon que vous êtes à Nantes ou à Marseille, par an, et donc entre 8 et 12 ans, vous étiez remboursé, vous aviez un contrat engagement de 20 ans avec l'État, enfin avec EDF, et donc voilà, ça faisait un petit peu de cash, etc. Bon, donc au départ, il fallait mettre 15 000 euros ou 20 000 euros pour acheter son truc et l'installer sur son toit. Très bien. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont dit, nous on vous amène une offre clé en main avec un partenaire financier, donc on vous le finance. On a la banque là avec nous, regardez, vous n'avez qu'à signer là, vous signez nous, et puis vous signez eux en même temps, hein, et hop, du coup vous n'avez pas à sortir de cash, vous avez à sortir un petit peu, mais vous récupérez un petit peu, donc c'est plutôt une mensualité que vous allez payer pendant un certain nombre d'années. Vous continuez de percevoir le cash de la revente, mais vous payez une mensualité, qui est l'équivalent. Mais attention, ils sont allés à l'étape d'après, après. Ils ont fait quoi? Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont dit, attendez, vous payez rien du tout là, même pas de mensualité, rien du tout. Vous me signez là en bas de la page, et un contrat, vous me louez pendant 20 ans votre toit. Et moi, j'arrive, je mets mes panneaux, je prends le cash d'EDF, et tous les mois, je vous donne 15 euros. Vous signez là, je vous mets des trucs sur votre toit, je ne vous embête pas plus, et pendant 20 ans, tous les mois, je vous donne 15 euros. Vous ne crachez pas un centime. Hein. Évidemment, monsieur et madame Michu, il y a les 3 qui arrivent, hein. Alors là, tu vois, c'est 15 000, mais on vous fait une remise à 14 000, on vous le fait. L'autre, c'est vous payez 100 euros tous les mois, mais comme 80 euros tous les mois, mais comme vous prenez 1 500 à la fin de l'année, vous vous y retrouvez. L'autre, signez, on vous donne 20 euros là tous les mois. Vous faites quoi? Le problème, c'est qu'à un moment, les clients, ils n'ont pas forcément le réflexe de se dire oui, mais moi, je vais voir le total cost of ownership, là, le TCO des acheteurs. Il y a combien de clients qui raisonnent en TCO? Ouais, il y a Airbus, il raisonne en TCO, ouais. Mais M. Michu, il ne raisonne pas en TCO, lui. Hein. Il s'en fout. Hein. Il se dit, attends, on me file 20 euros tous les mois, là. C'est génial. C'est ça parce que j'ai la chance d'avoir un toit qui est orienté sud. Et la version intermédiaire quand même, je paye 20 euros, ça tient combien un resto? Dans les 18 premiers mois, c'est chaud. Après, à 18 mois, on a pérennisé son business. Après, ça tient quoi en moyenne un resto? 5 ans avant de devoir tout être refait, non? Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. Donc à un moment, on se dit waouh! Donc moi, j'irais vite chercher un partenaire financier à votre place, mais encore une fois, je dis ça sans prétention. Aujourd'hui, on considère que la restauration est un métier à fort risque, donc ils sont plutôt très frileux à aller dans des offres comme ça. Mais bon, c'est un cas particulier. Ouais. Et comment ils font les autres? Parce qu'ils doivent bien avoir une solution, ou alors ils ont levé des fonds. Ah bah oui. Tous les nouveaux fournisseurs qui arrivent sur le marché, ce sont des startups qui lèvent 1, 2, 3, 4 millions d'euros. Et du coup, ils crament du cash, ouais. Ah bah oui. Ils crament du cash. Et puis, puisqu'il n'y a pas d'enjeu matériel, puisqu'il c'est vraiment exclusivement service, qui fait qu'il y a des petits prêts, des partenariats financiers qu'il pourrait y avoir, les financiers, il n'y a pas... Dans ce cas-là, c'est enjeu de business, mais c'est plus organisationnel. Faites-la vous, la start-up. Filiale à 100%,
Vous créez une structure, vous mettez 3 personnes, vous levez des fonds. Imaginez entre la start-up de Joe le Glandu et vous, qui avez déjà potentiellement accès à je ne sais pas combien de centaines de clients et qui connaissez le marché depuis 20 ans, si vous montez vraiment une start-up, vous allez potentiellement lever des fonds plus facilement. Jouer le même jeu. Hein. Vous allez fabriquer votre propre obsolescence, mais vous aurez peut-être un business pérenne à 10 ans. Quoi. Bon, encore une fois, je dis ça de manière... mais c'est un... pour plus, d'excellentes formations qui vous permettraient, dans le projet stratégique de directeur commercial et marketing, de répondre à ça, avec les meilleurs experts au monde. Non, mais c'est un cas typique. Hein. Vous ne savez pas le nombre d'industries qui sont confrontées à ça aujourd'hui. Hein. C'est juste un cas typique pour illustrer le propos, qui dire que dans mon secteur, la digitalisation n'est pas forcément une opportunité, mais plutôt une C'est une opportunité. Ah, c'est un danger plutôt que une opportunité. C'est les deux, hein, c'est clairement les deux. Le petit modèle que je vous ai montré de McKinsey avec les 6 facettes, enfin les 5 que j'aime et la fourre-tout, on est vraiment là-dedans. On est potentiellement, soit on a envie de se dire, tiens, faisons-en une opportunité et voyons comment on pourrait nous disrupter en digital, ou regardons comment nous, on pourrait se faire attaquer si on continue à pas faire. Dans votre cas, je pense que vous savez, là, typiquement, mais il y a plein de marchés hein, qui sont extrêmement agressés. Alors, c'est des phases, mais il faut survivre à la phase. Parce qu'il y a des startups qui déboulent, qui vont cramer du cash pendant 1 an et demi, puis il y en a 9 sur 10 qui tombent. Hein, sauf que le problème, c'est que celles qui tombent, elles sont remplacées par d'autres, qui, pareil, lèvent 1 million, 2 millions, bim, crament du cash à faire des offres qui sont violemment anticoncurrentielles pendant un laps de temps. La question, c'est combien de temps ça dure, et là, on n'en sait rien du tout. Quoi. Mais vous avez plein d'acteurs majeurs qui tombent parce qu'à un moment, ils ne tiennent plus la cadence. Quoi. Quand on parlait de cela, l'effet qui n'est pas forcément positif, c'est un peu comme vous disiez sur booking.com. C'est du coup le client, le consommateur, s'auto-convainc et s'habitue à avoir une prestation équivalente, perçue comme équivalente, à beaucoup moins cher. Bien sûr. Bon. Cas d'école, à mon avis. Ouais. Dans ma pédago, je veux bien vous utiliser comme cas. Dans les pédagogues que j'utilise, je fais donc plein de cas immersifs où on est face à une réalité d'entreprise. Et on met les étudiants par groupe pour justement commencer à chercher des réponses. Je fais ça souvent, moi, format que j'appelle bootcamp, 48 heures en général. Chef d'entreprise vient, il expose son problème. Les étudiants bossent par groupe. 48 heures après, ils vous restituent des pistes, des idées, des solutions. Si vous voulez, on fait ça. On fait ça en septembre. Si vous voulez. C'est tout à fait rigolo. Et en même temps, votre cas, c'est un grand classique. Hein, Ouais, c'est un classique. de l'acquisition, qu'on passe en mode, dans l'IT, le SaaS, c'est exactement la même chose. Un client qui acquiert une licence et qui passe en mode SaaS, c'est devenu un grand classique aujourd'hui. Oui. Avant, je vendais une machine, maintenant, je vends du cloud. Avant, Et- je vendais une licence, maintenant, Et c'est je vends bien du plus SaaS. lucratif que le mode acquisition. Et SAP, qui a été l'entreprise dont tout le monde regardait en bavant là, pendant des années, aujourd'hui, ils sont complètement angoissés parce que le virage du cloud, c'est tellement déstructurant pour eux, c'est tellement pas leur business model qu'ils sont très inquiets. Alors, vous citiez Rank Xerox qui n'était pas fabricant de leur machine. Imaginons que Rank Xerox était leur propre fabricant. Quand on crée une machine, on crée des moules, il y a des ingénieurs. Ça veut dire qu'une machine, pour qu'elle soit rentable industriellement, par rapport à un nombre, c'est des machines qui doivent être commercialisées 2 ans, 3 ans ou 10 ans. Pour rentabiliser tous les frais énormes de concession de départ. C'est sûr que passer d'un constructeur qui a une vue sur 10 ans à du jour au lendemain, je vends uniquement du service et un loyer et je dématérialise tout, C'est extrêmement violent. La réflexion est à la fois intéressante et à la fois il y a beaucoup plus d'interrogations et de vide que de réponses. Mais ça veut dire qu'il faut carrément dire voilà, on arrête tout puis on recommence à zéro. Mais c'est vraiment là. C'est pour ça que dans le fameux rapport dont on parlait, la vraie question centrale qui est posée, c'est est-ce si on doit faire de la disruption digitale, on va accélérer sa propre obsolescence. Et c'est fondamentalement ça le problème. Alors au niveau d'une entreprise, c'est probablement faisable à condition. Ça pose énormément d'enjeux et de questionnements éthiques, évidemment. Hein. Mais ce que beaucoup d'entreprises choisissent de faire, c'est ce que très modestement je vous proposais, c'est de créer une structure filiale, voire accrochée à la holding, ou filiale de votre entreprise, qui va accélérer ce modèle-là. Parce que le faire en interne, les baronnies, vous flinguez les métiers des autres. Hein. Donc c'est très compliqué, hein. Très compliqué. Juste, vous avez dans le petit sac 3 choses très importantes. Vous avez la plaquette du premier diplôme, directeur commercial et marketing. Je vous invite à la dévorer avec passion.
vous avez celle de l'exécutive MBA. Moi, je suis moins responsable de ce programme, mais je vous invite néanmoins à la dévorer. Et puis, on est ravis, l'école, de vous offrir ça. Donc, mon dernier ouvrage sur apprendre à vendre. Ce n'est pas la vente digitale, hein. C'est la vente plus classique. C'est plutôt un bouquin destiné à des jeunes qui démarraient dans la fonction ou des moins jeunes qui démarraient aussi dans la fonction. Et puis, voilà, on a essayé de raconter aussi la vie de Jérémy, qui serait un étudiant typique. Donc, si vous voulez avoir une petite pointe de nostalgie pour les moins jeunes parmi vous, vous avez le droit de lire ça, et au moins la première partie de chaque chapitre, et vous aurez voilà, une petite pointe de nostalgie. Merci beaucoup à vous.